Bienvenue sur Réunion. Sur ce podcast, on tente de découvrir et décoder ce qui arrive avec l'environnement, l'énergie, l'économie, la société. Ensemble avec des scientifiques, des experts, des leaders, nous aurons la perspective nécessaire pour comprendre comment tout est relié, quelle direction nous pouvons prendre et comment y parvenir, comme société, comme individu. Je suis Sylvain Morneau, vous écoutez Réunion. Salut Jérôme. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, c'est une drôle de question pour commencer un podcast, alors ça fait déjà 1h30 qu'on se parle. Mais ça, les auditeurs, ils ne savent pas normalement. Non, mais c'est pas grave, ça peut ne pas être coupé au montage aussi, ça fait partie du naturel de la chose. Ben oui. Bon. Alors, je t'ai invité pour venir parler de ta spécialité dans la dynamique environnementale. Comment tu pourrais appeler ça d'ailleurs? Le systémique environnemental, quel chapeau suprême on pourrait mettre au-dessous de tous ces sujets-là qui vont toucher notre futur? Moi, je parle souvent des enjeux de la crise climatique. Je pense qu'on est même plus loin que les changements climatiques. C'est une crise climatique. OK. Donc, c'est plus que l'environnement aussi, parce que c'est les changements climatiques, c'est la crise que ça va amener. Les changements à la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité qu'on peut imaginer aussi dans le futur, qui est documenté, qui s'en vient. Puis qu'on a de la misère à percevoir aussi. Là. Qu'est-ce que ça va représenter exactement? Il y a une image qui circule beaucoup là, en ligne, on peut souvent la voir. Là. Il y avait, surtout avec la COVID, tu avais la vague de la COVID, la pandémie. Oui. Tu avais la vague des changements climatiques. Puis derrière les changements climatiques, tu avais l'effondrement de la biodiversité qui va amener des changements comme on ne peut pas imaginer encore, là, qui sont très difficiles à percevoir sauf ceux qui s'intéressent beaucoup à la question. Là. Ouais. Eh bien, fait que c'est un beau départ sur les chapeaux de roue. Exact. Mais c'est loin de mon sujet, parce que mon sujet, c'est la mobilité quotidienne. C'est comment on se déplace dans nos villes, dans nos milieux de vie. Oui. Donc, on va, pour aboutir à ce déplacement-là, d'ailleurs, tu es venu en vélo. Ah, ben oui. Naturellement. Ben naturellement. Alors, dis-moi un petit peu comment ça se fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui? Ben écoute, je pense que quand j'ai grandi en Antique, j'ai eu la chance de grandir pas loin de chez Vincent. Ben oui, exact, de chez Vincent. Ton fils qui a déménagé. Puis, on s'est liés d'amitié. Évidemment, on est voisins, on était à 30 secondes. Je courais là, entre les deux maisons. Là, j'appelais, OK, c'est bon, parfait. Là, je m'en venais en courant. Puis, évidemment, de fil en aiguille, on s'est connus un peu plus. Mais là, on s'était perdu de vue, je pense, dans les 10 dernières années. Le temps que je quitte le quartier, que j'aille à l'université, tout ça. Puis, moi, j'avais commencé un bac en physique. J'étais intéressé par l'astrophysique. Fait que j'avais commencé un bac en physique à l'Université de Montréal. OK. On va faire un autre podcast là-dessus. Ben oui, mais écoute, j'ai fait une session, puis je me suis dit, autant c'est le fun, là, de s'intéresser aux astres, à ce qui se passe, à la grandiosité de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes dans l'univers, la cosmologie, l'astronomie, l'astrophysique, tout ça, mais je sentais que c'était pas pour moi. OK. C'était peut-être trop là, c'était peut-être trop dans les airs, pas assez lié à notre quotidien. OK. Puis je me suis réorienté, j'ai choisi génie civil à Poly. Pourquoi civil plus que d'autres génies? Je l'ai cherché cette question-là, parce que je me la suis fait poser souvent dans les dernières années. OK. Puis j'ai pas réussi à dire pourquoi. Il y a personne dans ma famille qui est ingénieur. Mais je me suis dit, on va l'essayer. Puis je savais même pas que je voulais faire que je voulais m'intéresser à la question des transports à ce moment-là. Puis j'ai eu des cours, parce que dans le cursus de génie civil, il y a des cours en génie des transports. Puis là, on apprend les fondements de la planification des transports. C'est quoi planifier les transports dans une ville? Un cours notamment en 2e année de bac en génie civil donné par la professeure Catherine Morancy, qui est devenue plus tard ma directrice de maîtrise, qui est ma directrice de recherche au doctorat. Mais c'est son cours qui m'a donné la piqûre. Vraiment, là, je me suis mis à lire des livres sur l'urbanisme, sur le transport, sur la question de l'automobile. J'ai fait des stages de recherche. J'ai fait une maîtrise. Ma maîtrise, en plus, c'était sur un sujet, là, c'était sur les taxis à Montréal. Parce que faire
les études supérieures en transport, c'est beaucoup de l'analyse de données. On essaie de comprendre les décisions de mobilité des citoyens, citoyennes. Pourquoi est-ce que les gens choisissent de se déplacer en automobile? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de se déplacer en autobus? Pourquoi est-ce qu'ils vont choisir d'avoir un véhicule, pas de véhicule, 3 véhicules? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'avoir une Lexus plutôt qu'une Tesla? Comment... il y a vraiment là, énormément de questions possibles. Là. Puis ultimement, tout ça, c'est parce qu'on veut comprendre, parce qu'on veut guider. On va dire, qu'est-ce qui va amener les gens à se déplacer de plus en plus de façon efficace? Mais de façon efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire de minimiser les impacts. Là. OK. Fait que moi, c'est ça qui... Puis là, quand j'ai commencé à me pencher là-dessus, là, ça m'intéresse encore plus. Sur les impacts? Bien, sur les impacts, parce que c'est là que tu réalises que l'automobile, c'est merveilleux. Là. Ça donne une liberté, une flexibilité de mobilité, c'est énorme. Mais à quel coût? Le problème de l'auto, puis ça, je le répète souvent, c'est qu'il y a plein de bénéfices individuels à utiliser l'automobile, surtout dans un système comme ici en Amérique du Nord, qui a été pensé pour l'automobile. Ben, hey, c'est pratique. Tu pars quand tu veux. Tu te rends à ta destination. Tu trafiques un peu, des fois. Ça dépend des heures. Tu peux parcourir des grandes distances à grande vitesse comparé. Je veux dire, ça fait 120 ans que l'auto existe. Jamais l'humain a eu cette flexibilité de déplacement à cette vitesse-là, de pouvoir aller où il veut quand il voulait. Puis donc, ça fait 70 ans, là, depuis l'après-guerre, là, qu'on nous vend là, cet outil ultime de mobilité, toute la liberté, l'indépendance qui va avec, mais aussi la symbolique qui découle de tout ça. Fait que les bénéfices individuels sont énormes. Oui. Les conséquences sont collectives, c'est ça le problème. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y a une question de conséquence à ça? C'est quand tu commences à lire là-dessus. Tu fais de la recherche. Fait qu'évidemment, tu fais de la revue de littérature. Puis, peu importe le sujet, les articles commencent toujours à décrire, il faut qu'on réduise les gaz à effet de serre, par exemple. L'automobile, là, il commence à avoir des autos électriques. On pourra en reparler, là, mais ça demeure que l'automobile est alimentée par l'essence, par les énergies fossiles, ça émet du CO2. Fait que ça, c'est une des premières conséquences. Puis, une personne qui utilise une voiture, c'est pas si pire. Fait ça fois des centaines de millions. Il y a à peu près 2 milliards de voitures sur Terre. OK. De véhicules? De véhicules, oui. Okay. Il y a 2 milliards de véhicules immatriculés sur Terre à peu près. Ce chiffre-là augmente très, 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 très vite. Là. Il augmente un peu moins dans nos sociétés. Il continue à augmenter au Québec. Il augmente plus tellement aux États-Unis parce qu'ils ont atteint un point de saturation. À un moment donné, une fois que tous les adultes qui sont en mesure d'avoir un permis de conduire un véhicule, c'est quoi le... Mais donc, les changements climatiques, c'est un des enjeux. Puis quand on regarde les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre, les bilans GES des pays, des villes, des provinces, des États, qu'est-ce qui augmente constamment? C'est le transport. On n'arrive pas à... Le Québec, je pense, a réduit ses émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 20% depuis les années 90. Corrige-moi si je me trompe dans les chiffres, ça, c'est de mémoire. Ah oui? L'ensemble des GES du Québec. Depuis 90, réduit de 20%. Ah! Sauf que le transport, ça a augmenté de 35%. OK. Fait que ce qu'on réduit dans d'autres secteurs est perdu. Tous les gains qui sont faits dans le secteur industriel, dans le secteur du bâtiment, tout ça est perdu dans le transport. Transport de passagers, transport de marchandises aussi. Parce qu'il y a une croissance perpétuelle des déplacements, de la motorisation. Du transport de marchandises aussi, qui génère toujours de plus en plus de gaz à effet de serre. Fait que c'est un secteur qu'on n'arrive pas à inverser la tendance actuellement. Puis il y a très peu de pays qui y sont arrivés. Quelques pays européens qui ont arrivé à inverser la tendance de gaz à effet de serre en transport. La Suède, je pense, notamment. Okay. Il y a des pays européens qui sont arrivés à rester stables. Ils émettent pas plus de gaz à effet de serre. Malgré la croissance de leur population et de leur économie, leurs émissions de GES en transport sont restées stables, mais c'est pas le cas en Amérique du Nord. C'est pas le cas au Québec, c'est pas le cas nulle part ailleurs au Canada, c'est pas le cas en Amérique, c'est pas le cas aux États-Unis. Nos émissions de transport, elles augmentent. On a beau faire des plans, on a beau donner des cibles, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Fait que là qu'est-ce qu'on... Puis au-delà des changements climatiques, au-delà des gaz à effet de serre, là, tu réalises que la voiture, c'est de la pollution de l'air. La pollution de l'air, ça entraîne un paquet de conséquences sur la santé des populations. J'ai plus les chiffres, là, mais c'est
15 000 personnes qui sont estimées mourir par année de mort prématurée au Canada à cause de la qualité de l'air. OK. 100%, c'est pas... Toute cette dégradation de la qualité de l'air ne provient pas uniquement du transport routier, mais il y a des secteurs où le transport routier représente une part substantielle ou la majorité des polluants de l'air. C'est notamment le cas à Montréal. OK. Parce qu'on a peu d'industries qui produisent. On n'a pas de centrale au charbon, on n'a pas... oui, il y a des raffineries dans l'est de la ville, mais le gros de la pollution de l'air à Montréal provient des tuyaux d'échappement des véhicules. OK. Des véhicules personnels, mais des véhicules de transport de marchandises aussi. OK. Fait qu'il y a pollution de l'air, enjeux respiratoires, qui affectent les enfants, qui affectent les personnes âgées, qui affectent les gens de tout âge. Pollution sonore. En ville, t'écoutes, qu'est-ce que t'entends? La rue. Toujours. On est sur Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on entend? C'est pas très peu les conversations des gens. Là. Si c'était juste ça, ça serait agréable, en fait. Si on pouvait entendre les oiseaux, tout ça, mais non, on entend les chars qui accélèrent. Ah ouais. On entend les véhicules qui pognent les nids de poules. On entend les klaxons. On entend... Faudrait que tu viennes à Saint-Hilaire. Ah, ben, on pourrait s'en reparler après ça. Là, quand tu habites en banlieue puis tu viens en auto en ville, t'importes tes conséquences. Puis tes imposes sur les milieux de vie urbains. Là. Ouais. Fait que je sais pas si tu veux qu'on continue là-dessus. Non. Pour moi, c'est des... Mais il revient... T'es aux études, t'es à la maîtrise. Ah oui, on s'est égaré. Je vais essayer de te retarder. Ouais, faut que tu me... Parce que j'ai tendance à partir sur une tangente. Là. Il n'y a pas de problème. Fait que continue avec ta maîtrise, puis la vision que tu commences à avoir en faisant tes études. Ben c'est ça, la vision. Donc, je commence à m'intéresser au transport, mais mon sujet à la maîtrise, c'est... On essaie de... C'est de développer des indicateurs d'offre et de demande pour l'industrie du taxi. On a des données GPS de à peu près 40% des taxis montréalais. OK. Fait que là, l'idée, c'est de voir c'est quoi le rôle des taxis dans la mobilité quotidienne dans une métropole comme Montréal. On néglige souvent le taxi, mais le taxi a quand même... C'est un déplacement motorisé porte-à-porte que t'as pas besoin d'avoir de permis de conduire pour prendre. T'as pas besoin de posséder un véhicule. Tu commandes un taxi, tu le erres sur la rue, tu le commandes aujourd'hui avec une application, t'appelles au téléphone, peu importe. Ouais. Ça fait plus de 100 ans que les taxis existent. Ça sert à un besoin énorme dans une grande ville. Ça complète extrêmement bien les autres, le reste du système de transport. Mais bref, ça, c'était ma maîtrise. Mais là, après ma maîtrise, ma prof, Catherine Morancy, directrice de recherche, une des plus grandes expertes en transport au Québec, m'approche vers la fin de ma maîtrise, me dit « On a un projet, on cherche quelqu'un, un étudiant extrêmement motivé, qui est intéressé par l'enjeu des changements climatiques, tout ça, pour essayer de comprendre la question de la dépendance à l'automobile. » Puis le projet, ben en fait, c'est qu'il y a une bourse de la Fondation David Suzuki, que elle puis d'autres chercheurs se disent ça nous prend un étudiant pour appliquer sur cette bourse-là. C'était une bourse qui s'appelait les bourses de la Fondation David Suzuki. En anglais, c'est les David Suzuki Fellowships. Ça a été offert, en fait, c'est 3 bourses de 50 000 $ pour un projet de recherche d'1 an. C'est un concours de bourse pan-canadien qui avait été offert à David Suzuki pour son 80e anniversaire en 2017. On lui a offert des bourses qu'il allait pouvoir remettre à travers un processus de sélection rigoureux à des jeunes chercheurs prometteurs au Canada. Puis, fait que j'ai appliqué pour ça, avec un projet à essayer de comprendre un peu plus notre dépendance collective à l'automobile. Pourquoi est-ce qu'on est si attaché à l'automobile? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer nos comportements de mobilité, mais même de changer les infrastructures de transport qu'on a en place pour orienter les gens vers des choix qui sont moins dommageables pour l'environnement, mais aussi moins dommageables pour leur santé, qui amènent Donc, comment est-ce qu'on oriente les gens vers le transport collectif, vers la mobilité durable, finalement? Puis pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Fait que ça, c'était un peu la proposition du projet de recherche avec la Fondation David Suzuki. Puis c'est ça qui m'a lancé. Fait que j'ai fait 8 mois avec eux, à temps plein. OK. Sur ce projet-là, puis je me suis dit, ça se peut pas, là. Je peux pas. C'était supposé être un projet d'1 an. Ouais. J'ai dit, non, ça, c'est un projet de doctorat, là. Fait que je me suis inscrit au doctorat. J'ai continué au doctorat. OK. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi. De 2018, puis là, j'ai gradué en 2023. Puis ma thèse porte sur la question de la dépendance à l'automobile, mais plus spécifiquement le rôle de la motorisation. C'est quoi de la possession automobile, c'est ce qu'on va dire par motorisation. OK. L'impact de la possession automobile sur les comportements de mobilité des individus. Qu'est-ce qui influence les décisions de possession automobile? Qu'est-ce qui fait qu'une famille, que deux familles sur la même rue
Il y en a une qui va choisir d'avoir 2 chars, puis l'autre va en avoir juste un. Ou puis la troisième va même pas en avoir, va être abonnée à Communauto, puis va se déplacer en vélo cargo, puis en métro, puis en bus. Mm-hmm. Qu'est-ce qui explique ces différences-là qu'on n'arrive pas à expliquer, surtout en ville, par les infrastructures? Parce que tu regardes, ces 3 gens-là, ces 3 familles-là vont habiter sur la même rue à Montréal, vont être à la même distance de la station de métro, mais t'en as une qui va avoir des choix, qui va avoir des comportements de mobilité complètement orientés sur l'automobile, puis d'autres qui sont capables d'avoir des... Avec le même profil, là. Ces 3 familles-là. Ces 3 familles, même profil socio-démographique, exactement. Okay. Donc, c'est un peu la limite de se baser un peu uniquement sur les caractéristiques qu'on dit socio-démographiques des gens. Donc, les caractéristiques des ménages, revenus, composition du ménage, type d'emploi occupé, est-ce que les ménages ont des enfants, mais aussi des infrastructures. Évidemment, les infrastructures, c'est ce qui permet aux gens de se déplacer selon différents modes de transport. S'il n'y a pas d'autobus, tu ne peux pas demander aux gens de prendre l'autobus. Ouais. Mais dès lors que c'est en place, qu'est-ce qui fait que certains vont le prendre puis d'autres non? Au-delà du revenu, quelle conviction personnelle, quel choix, qu'est-ce qui explique cette variation dans les comportements de mobilité? Fait que c'est vraiment un peu c'était ça ma question. OK. Donc, tu as un début de réponse? Bien, on a un début de réponse, exact. Je ne dis pas que j'ai trouvé la réponse à travers mes recherches. Tu sais, la recherche, c'est tu contribues un mini peu à la littérature existante. Tu viens poser une question de recherche super précise pour aller expliquer un élément dans un contexte. Ouais. Mais à travers, évidemment, toute ma recherche de la littérature, toutes mes lectures et tout ça, ben là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait différents aspects qu'on va appeler facteurs psychologiques, qui vont jouer sur les décisions des gens de combien de véhicules ils vont choisir de posséder, mais aussi comment ils vont choisir de se déplacer au quotidien. On n'a pas tous, finalement, notre environnement, mais il y a, entre nous et notre environnement, il y a notre perception. Comment est-ce qu'on perçoit les alternatives à l'automobile, par exemple? Comment est-ce qu'on perçoit le vélo, le bus, le métro comme mode de transport? Il y a toute la question de l'attachement à l'automobile. Puis ça fascine les gens parce que depuis, je me suis fait inviter souvent, on me demande de faire des conférences. Jérôme, on veut que tu parles de l'attachement à l'auto. Pourquoi les gens ils sont si attachés à leur automobile? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a un système de transport qui est orienté sur l'automobile puis qui font que les gens sont si attachés là, au point où il y en a qui sont prêts à envoyer des menaces de mort à leurs élus, puis c'est pas une blague, là, à leurs élus quand on va mettre en place des infrastructures cyclables, par exemple, ou mettre en place des voies réservées pour autobus, puis qu'on va enlever de l'espace à l'automobile. Là, si on vient enlever du stationnement, ben là, les gens, ils déchirent leur chemise. C'est des réactions qui sont viscérales. OK. Émotives. Très, très émotives. Très, très émotives. Les gens sont pris dans leur quotidien. Il y a cette perception qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser l'automobile. Puis il y a des endroits qui n'ont pas le choix. Là. Je veux dire, tu viens de Saint-Hilaire, les options de transport alternatives à l'automobile sont pas ce qu'elles sont ici sur le plateau Mont-Royal où on enregistre là, le podcast actuellement. Mais il y a tout un éventail de contextes qui permettent une certaine variabilité. C'est là que vraiment les préférences individuelles, les perceptions vont venir jouer beaucoup. Puis l'attachement à l'automobile. Cette question que ça fait des décennies qu'on nous vend l'automobile comme l'outil ultime d'accès à la liberté, d'indépendance, le plaisir de conduire. Je veux dire, il y a quand même un certain... Même moi qui est vraiment pas pro-char, là, c'est sûr que conduire sur une route de campagne, c'est quand même agréable. Ouais. Tu es au volant d'un véhicule qui est puissant. Il y a un feeling, une espèce de sentiment d'excitation quand même derrière le volant qu'on peut avoir. On ne l'a pas vraiment dans la congestion, on se le dira, là. Mais ce plaisir-là, puis tu regardes les publicités automobiles, puis c'est juste ça que tu vois, là. Bien plus que le côté utilitaire de l'automobile. Puis, fait que le plaisir de conduire, puis toute la symbolique aussi. Pourquoi tu as un char? Qu'est-ce que ça dit à propos de toi? Pas juste le fait d'avoir une voiture, mais quel type de véhicule tu choisis de conduire aussi. C'est vrai autant pour les véhicules à essence que pour les véhicules électriques, là. Quand tu achètes une Tesla, qu'est-ce que tu envoies comme message à tes pères, à ta famille, à tes proches? L'image, ce que ça représente. Ben oui. Ben oui. Puis la motivation de... Parce que si vraiment l'automobile était purement un outil utilitaire, là, on aurait à peu près tous le même char, le plus fonctionnel et pratique possible au prix le moins cher possible. C'est tout ça qu'on voit dans les rues? Ben non.
qu'est-ce qu'on voit? On voit des gros VUS, on voit des gros Jeeps, on voit des muscle cars, hein, des véhicules plus sportifs là, qui vont faire beaucoup de bruit. On va voir... évidemment, la majorité des gens, ils vont pour le côté plus fonctionnel. Mais tu as quand même une bonne partie de la population, 30-40%, là, qui ont une forte préférence au point où ça va influencer le type de véhicule qu'ils vont choisir. Puis après ça, quand tu dépenses des dizaines de milliers de dollars dans un véhicule, ben tu vas l'utiliser. Là. Ben oui. Fait que... Mais tu cherches, à travers tes études, dans ton doctorat, la motivation. Qu'est-ce qui fait que? Exact. Qu'est-ce qui fait que? Mais parce que ultimement, la vraie question, c'est comment on peut amener les gens à changer. C'est quoi le rôle des États? C'est quoi le rôle des municipalités? C'est quoi le rôle individuel? Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qui fait que. Pour pouvoir... Exactement. Pour pouvoir dire, OK, comment est-ce qu'on peut arriver à changer, à faire que quelqu'un va arrêter de prendre son char pour aller travailler, puis va choisir d'y aller en vélo ou en transport en commun. Ultimement, va choisir de dire, hey, moi, on est une famille, on n'a peut-être pas besoin de 2 chars, peut-être que juste un. On est correct. Je pense que toi, T'avais 2 voitures à un moment donné à Saint-Hilaire. Vous êtes rendu avec une, toi, puis ta conjointe. Oui. Il y a eu des discussions. Il y a encore des discussions. Ben oui. Mais on a seulement un véhicule. Exact. Oui. Il y a on perd une certaine partie de la liberté, mais point de vue conscience, personnellement, je trouve que je gagne énormément. Puis pour moi, ça me dérange pas de vivre un inconfort de temps pour accéder à un bien-être commun, si tu veux, là, vu du futur. Exact. Donc, tu as analysé tes données pour te rendre compte que ça peut être une question d'image, de perspective, d'interprétation, de sensation, tout ça. Puis là, dans le but d'amener les gens à changer. Ben, c'est ça. Donc, l'idée de la recherche, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui explique ce qu'on appelle les comportements de mobilité. Donc, les comportements de mobilité, ça représente à la fois les décisions de possession automobile, aussi la décision du mode de transport pour les déplacements quotidiens, mais aussi les destinations qu'on va choisir d'aller faire. Puis, il y a un aspect en ville particulièrement, mais même en banlieue, où tu vas faire ton épicerie. Peux-tu faire ton épicerie sans voiture? C'est-tu possible? Est-ce que tu choisis de le faire? C'est-tu parce que tu as une épicerie à distance de marche que tu vas aller à cette épicerie-là? Tout ça fait partie de ce qu'on appelle les comportements de mobilité. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui explique ça? Dans le but de dire comment est-ce qu'on peut amener les gens à se déplacer autrement, à choisir des modes qui sont moins intensifs en carbone, qui ont moins de conséquences sur la société que l'automobile. C'est là qu'on faut qu'on joue sur plusieurs éléments en même temps. Évidemment, il faut qu'on mette en place ces alternatives. Il faut que ce soit possible pour les gens de se déplacer. Il faut que le transport en commun soit efficace, soit fonctionnel, soit simple d'utilisation, soit ponctuel, soit fiable, soit fréquent. Ce qui va faire qu'il va être désirable à ce moment-là. Qui va être désirable. Ouais. Mais même quand il est désirable, il y a encore des gens. Puis c'est là qu'on se bute un peu. Puis on parle beaucoup, quand on parle de mobilité au Québec, transport, on parle beaucoup de bonifier l'offre de transport. Puis les politiciens vont dire, puis ça va correct actuellement. Même le gouvernement au pouvoir, actuellement provincial, a retourné son... C'est quoi l'expression? Retourner son chapeau de bord? Oui, ça va faire. Son capot de bord. Oui, tu as vu les nouvelles sur le 3e lien à Québec. Mm-hmm. Ils se sont dit non. Là, c'est devenu subitement... un lien de transport collectif. Oui. Exact. Il y a eu d'autres annonces récentes aussi là, qui étaient quand même intéressantes. Là, donc, on dirait que ça donne des lueurs d'espoir. Mais bref, tout ça pour dire qu'on parle beaucoup de bonifier l'offre de transport. Puis c'est la première des choses. Parce que quand on habite dans un environnement qui n'a pas d'alternative à l'automobile, tu peux pas convaincre les gens de prendre un mode de transport, un bus qui passe aux heures à 10 minutes de marche de chez toi. Là. Ben oui. Je veux dire, ça compte pas les besoins de déplacement quotidien. Mais le vélo peut être une option, même en banlieue. Le vélo peut être une option en ville. Le vélo électrique gagne en popularité énormément. C'est de changer un peu les modes de vie, de voir que les gens aspirent pas uniquement à avoir puis à se déplacer puis à faire tous leurs déplacements en véhicule, puis de dire comment est-ce qu'on peut amener les gens à rationaliser un peu plus leurs déplacements, puis à dire, pour ça, je vais utiliser pour aller travailler, je suis chanceux, j'habite à côté du train, j'habite à côté du métro, je vais aller travailler en métro. Je vais avoir une voiture, je vais m'en servir pour aller au chalet une fois de temps en temps, pour aller voir les grands-parents qui habitent ailleurs au Québec, pour aller chez Ikea une fois de temps en temps. Mais pour le reste de mes déplacements, je vais être capable de me déplacer autrement. Mais comment on amène les gens à ça? Oui. Quand les alternatives sont en place, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Une fois qu'on a mis en place les alternatives, parce que pour certains, ça ne sera jamais suffisant.
Ça sera jamais assez bon, ça sera jamais assez parfait. Donc, moi, un des gros propos que j'essaie d'amener depuis 6 ans maintenant, c'est il faut qu'on accompagne les gens. Ça s'appelle la gestion du changement, amener les gens à changer leur comportement de mobilité pour que ils arrivent à comprendre un peu les bénéfices. Toi, tu t'es déplacé à vélo par le passé. Je sais pas si tu le fais encore. Un peu moins qu'avant. Devant ça, non? Sans avocat. Non. Non. J'ai une montagne, je fais faire de la randonnée pédestre, mais c'est pour le plaisir. Mais c'est pour le plaisir. Mais c'est pas pour me déplacer pour aller acheter, faire une épicerie. Non. Malheureusement. Mais je pense à pouvoir m'accrocher en arrière de mon vélo. Quelque chose. Buggy, là? Ouais, un petit buggy là, pour transporter plus de matériel éventuellement. Mais... Je dis ça parce que j'ai été visité, pour revenir un peu dans le passé. Là. Ouais. Moi, j'ai joué du saxophone au secondaire. OK. Puis j'avais un prof de sax. OK. C'était mon prof privé là, de saxophone. Là. Puis nos fils, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai été à la même école que Vincent. Que Vincent. OK. Puis, bref, prof de sax, il venait en vélo. Hiver comme été. OK. Au collège Rogeland-Smita. Ah, Puis ouais. moi, ça m'impressionnait. Il mettait son saxophone, il se trappait ça sur son rack arrière. Ah, ouais. Puis il venait en vélo. Mais c'est surtout en hiver que ça m'impressionnait, parce qu'à l'époque, en 2006-2007, le vélo d'hiver... Ben non, il y en avait 2. Il y en avait 2-3, là. On appelait ça encore des hurluberlus. Oui, c'est ça. Avec quelques-uns, là. Mais c'était vraiment pas commun. Les pistes cyclables n'étaient pas déneigées à Montréal. C'était un sport extrême, là. Que ce n'est plus aujourd'hui, là. Non. Mais bref, ça m'impressionnait beaucoup. Puis il se trouve que maintenant, il habite à Belleuil. Ah oui? Juste en face de chez toi. Puis lui, c'est un écolo fini. Là. OK. C'était déjà un écolo à l'époque. Là. Il y avait ses mouchoirs en tissu. Ah oui. Écoute, ça parle. Comment je pourrais dire? Ça a été un peu... C'est Mathieu Gaulin, son nom. OK. Puis plus j'y repense, plus on dirait que ça a peut-être joué dans mon idée d'aller vers la question du transport, de la mobilité durable, parce que j'ai eu ces... Tu sais, des fois, c'est des petites graines qui sont semées dans ta jeunesse par rapport à quelque chose. Mais lui, il a semé une graine par rapport au vélo. Puis ça a fait que, tranquillement, j'ai commencé à faire plus de déplacements à vélo dans le quartier d'Antique, quand on était jeune. C'est comme ça que j'allais voir d'autres de nos amis là, qui habitaient un peu plus loin que l'autre coin de rue. Là. On se déplaçait à vélo dans le quartier. On avait 15-16 ans. OK. Ben, j'ai une anecdote là-dessus. Je vais me plugger personnellement. Je l'ai fait toute ma vie. Moi, j'ai commencé à travailler à l'Hôtel Dieu quand j'avais 18 ans. Puis j'ai toujours été travailler en vélo, mais 3 saisons par année. Donc, Quand la neige arrivait, là, le dégel, quand il n'y a plus de neige dans les rues, jusqu'au premier gel, je l'ai fait jusqu'au 6 décembre, le plus tard, une fois. Mais je m'habillais en conséquence, puis j'allais travailler. Écoute, ma femme, à ce moment-là, partait travailler le matin en auto, puis je prenais le vélo. Fait que j'étais convaincu. Moi, j'avais cette motivation. Qu'est-ce qui te motivait? J'aimais faire du vélo. C'est ça. C'est tout. Mais oui, mais c'est ça, c'est tout. Mais en même temps, c'est difficile à atteindre pour les gens parce que quelqu'un qui aime, faut aimer faire du vélo. Oui. Pour dire que ton conjoint, ta conjointe, s'en va travailler le matin, part de la même place, ça va à la même destination, là. OK? Puis moi, la question ne se posait pas. Je partais en vélo, puis elle partait en char. Mais c'est parce qu'il faut aimer faire du vélo. Là. Oui, je le faisais même pas par principe pour l'environnement dans ce temps-là. Mais non. Mais tu le faisais parce que t'aimais. Non, mais tu le faisais parce que t'aimais ça. Sûrement que t'aimais le sentiment aussi. Tu sais, ça te gardait en forme. T'arrives au travail, t'es énergisé, là. Ben oui. Ah oui. Ben oui. Puis j'avais 40 ans, puis je revenais, puis c'était le premier rendu à la maison, puis elle savait pas, mais je jouais à Superman, moi, quand je m'en revenais en vélo. Là. 40 ans. Ah oui, à l'époque, c'était dans le trafic aussi, parce qu'il n'y avait pas nécessairement des infrastructures. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de lumière rouge puis de stop. Moi, j'ai brûlé tout. C'est ça. Faut pas dire ça trop fort au micro. Là. Mais OK. Mais un des éléments, c'est qu'il faut l'expérimenter. Il y a une étude super intéressante qui a été développée par Écoute, c'était même pas un chercheur à l'époque, mais ça a été reproduit par des chercheurs à Portland, en Oregon. Puis Portland, c'est une des villes les plus cyclables en Amérique du Nord. Ah, OK. C'est une des villes qui a les meilleures infrastructures cyclables, qui a la plus haute part modale du vélo, là, donc la part des déplacements qui se fait à vélo en Amérique du Nord. Okay. Seattle, Portland, Minneapolis, Montréal, Vancouver. C'est à peu près là, maintenant New York, pas pire. Puis depuis, ça a augmenté, mais historiquement, ça a toujours été Portland. Puis, milieu des années 2000, c'est un fonctionnaire de la ville qui a développé un questionnaire pour essayer de faire une typologie de vélo. Là, je réalise que je t'amène sur plein d'endroits dans ce podcast-là. Ah ouais, c'est bon.
c'est quoi les différents types de cyclistes qui existent dans la population générale, là? Pas juste parmi ceux qui faisaient du vélo. OK. Puis, il est arrivé avec des chiffres, puis je vais te les dire parce que je les ai de mémoire, puis les titres qu'il a donnés à chaque type. De cyclistes. Il a segmenté la population en 4 types. OK. Le premier type, c'était les Strong and Fearless. Là. Ça, c'est ce que tu viens de décrire. Là. Ça, c'est toi au milieu des années 2000, pas d'infrastructure cyclable, dans le trafic, généralement des hommes en forme, qui n'ont pas froid aux yeux, qui vont faire du vélo à peu près no matter what, comme on dit. Là. C'est ça. Ça, c'est 1% de la population. Oui. Ah, OK. C'est à peu près la part modale du vélo dans les villes où tu n'as pas d'infrastructure cyclable. OK. À Montréal, on est à peu près à 3% sur l'île, mais ça compte les extrémités est et ouest là, qui sont beaucoup moins denses desservies. et beaucoup moins bien desservies par les infrastructures cyclables. Là, dans les quartiers centraux, on arrive actuellement à 10, 12, 15% sur le plateau à peu près. Rosemont, Villeray, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc, on se rapproche. Cette catégorie-là. Dans cette catégorie-là, Okay. 10-12% des déplacements qui sont faits à vélo, là, peut-être pas en hiver, là, mais pour le reste d'année, 8 mois par année. Ce qui se compare à beaucoup de capitales européennes en passant. Donc, 1%, ce sont les Strong and Fearless. Ouais. Tu as un autre 7% qui sont les Confident. C'est ceux qui vont faire, là, donner un minimum d'infrastructure, des belles conditions. Ouais. Ces gens-là, ils vont être rapides à embarquer sur le vélo. Okay. Ça leur en prend pas beaucoup pour se faire convaincre. Okay. Ils aiment le vélo de façon générale, fait que ils en voient quand même les bénéfices. Tu as un presque 50% qui sont les voyons, c'est quoi le terme? Ils ont peur un peu. OK. Ils ont... je me rappelle plus du terme en anglais, j'aurais dû me les noter en préparation, là. Mais c'est ceux qui sont interested but concerned. C'est ça le terme. Interested but concerned. OK. Ça, c'est à peu près entre 40 et 50. J'ai dit 50, mais ça varie, là, parce que cette étude-là qui avait été développée à Portland, elle a été reproduite par des chercheurs, puis ils ont testé dans l'ensemble des 50 plus grandes villes américaines, puis les chiffres n'étaient pas si loin. OK. Donc, tu avais quasiment un 40-50% qui était interested but concerned. Donc, donne-leur les meilleures conditions. Tu mets ces gens-là à Amsterdam, à Copenhague, ces gens-là vont faire du vélo. OK. Mais ils n'en feront pas dans le trafic, ils n'en feront pas quand les infrastructures ne sont pas idéales, ils n'en feront pas nécessairement en hiver, ils n'en feront pas quand il pleut. Mais ils sont intéressants à en faire. Parce que une fois que tu les mets sur des vélos, ils réalisent qu'il y a quand même des bénéfices. Puis tu as un autre 33% ils les ont appelés les no way, no how. Eux, c'est jamais. Clair. Eux, c'est sûr que justement, même dans ces villes-là, là, même aux Pays-Bas, même à Amsterdam, ces gens-là, ils se déplacent pas en vélo. Même si tu as les meilleures infrastructures cyclables au monde, que c'est sécuritaire de ton point A à ton point B, que tu peux tout faire, que c'est plus rapide qu'en auto, c'est plus rapide qu'en transport en commun, c'est des gens qui vont pas en faire. Fait qu'on travaille pas avec c'est un tiers de la population, tu te dis, c'est bon. Mais il y a quand même le reste, là. Le reste qui représente les deux autres tiers, là, à peu près le 45-50% qui sont vraiment intéressés, mais qui sont concernés notamment par des enjeux de sécurité. Tu as le 1-2% qui vont en faire tout le temps, puis tu as le 7% à peu près là, qui vont en faire assez facilement, qui vont être les premiers à embarquer sur le vélo dès que les premières infrastructures cyclables de qualité vont être mises en place. OK. Fait que moi, ça me dit, il y a un potentiel énorme. Ben oui. De transfert modal, d'amener les gens vers le vélo, si on leur donne les bonnes infrastructures, mais aussi si on donne accès au vélo, si on leur apprend, si on leur donne l'occasion d'essayer. Puis souvent, c'est ça, pour sentir, mettons, les bénéfices de ta santé, là, puis dire, puis arriver au bureau, là, puis être énergisé, surtout par une belle journée, là, on est au mois de mai, là, c'est les parfaites températures. Là. Il fait un peu frais le matin, tu vas avoir un beau soleil, tu as fait 20 minutes de vélo, ça a fait travailler ton cœur, tu as travaillé, il y a des bénéfices de la santé qui sont énormes, les endorphines sont libérées, tu te sens, tu arrives au bureau, tu te sens bien, tu es prêt à commencer ta journée de travail. Mais pour ça, là, faut que tu l'aies vécu. Faut que tu l'aies vécu pour le comprendre. Fait que comment est-ce qu'on amène davantage de gens, puis plus on met d'infrastructures cyclables en place, ben plus les gens disent, mais ça peut être long. Fait que comment on prend les gens par la main puis leur dire, hey, ça te tente-tu d'essayer le vélo? Comment, tu sais? Fait que c'est un peu ces questions-là, mais pour tous les modes de transport. Comment on arrive à sortir les gens de leur auto solo? Parce que entre faire ton trajet en transport en commun, où t'as pas à te soucier de la congestion et tout ça,
Tu peux faire tes affaires, tu peux écouter tes podcasts, tu peux écouter ta musique, tu peux lire rester dans le bus. Entre te déplacer à vélo, puis là, tu fais ton exercice physique quotidien recommandé, puis être pris dans le trafic, là, pour moi, le choix est clair. Mais clairement, il l'est pas pour tous parce que nos rues sont pleines de voitures. Mais on n'est pas rendu encore à cette offre de service-là. Pas partout. Pour pouvoir prendre les gens par la main. Là. Mais on parle même pour Montréal, là, qu'une densification quand même. Montréal, ça dépend beaucoup d'un quartier. Je pense que... Est-ce qu'il manque d'offres ici sur le plateau quand on est collé sur la ligne orange? Là? Oui. Il manque-tu d'offres pour tes déplacements quotidiens? Il manque-tu d'offres pour aller faire ton épicerie? Il y a des dizaines de commerces à proximité. Il y a des dizaines de restaurants. C'est ça, c'est pas partout. Là. Non. C'est ce qu'on appelle les quartiers ultra-centraux. Ça, c'est généralement possible. Mais même à ça, mes études les plus récentes ont démontré que tu avais, dans les quartiers, là, vraiment, là, on parle d'un rayon de 2 km autour des stations de métro. Là. C'est les quartiers où tu as le plus d'offres commerciales, où tu as les meilleures infrastructures cyclables, où tu as le meilleur transport collectif de tout le Québec. On est dedans, là. Tu as encore un 30 % de gens, 30 à 40 % qui font leur déplacement en automobile. Oui. Tu as encore un 30 % qui, puis ça, c'est des études très récentes que j'ai faites, qui ont une forte préférence pour l'automobile, qui vont attribuer des éléments symboliques et affectifs à l'automobile, qui vont faire qu'ils vont choisir systématiquement l'automobile, même si, peut-être pas pour 100% de leur déplacement, mais pour beaucoup de leurs déplacements, dès qu'ils peuvent, même si toutes les alternatives sont en place. OK. Mais on ne parle pas de ces 30 % irréductibles qui vont toujours dire non, là. On parle... Ben là, après ça, les vases se communiquent un peu. Là. Ça, c'est peut-être des gens qui ne sont pas intéressés par le vélo, mais dans ceux qui ne sont pas intéressés par le vélo, ils peuvent être intéressés par prendre le transport en commun. Là, je veux dire. OK. C'est ça, là. C'est pas nécessairement les mêmes personnes. Là. Mais bref, si je t'amène là, c'est parce que c'était pour essayer de comprendre qu'est-ce qui expliquait que même dans les quartiers, même où, sur papier, tu regardes les infrastructures, ce qu'on appelle les variables de l'environnement bâti, tu regardes l'offre de transport, tu te dis, normalement, ici, selon ces variables-là, tout le monde devrait se déplacer en mobilité durable. Donc, en transport en commun, en vélo, à pied, pour tous leurs déplacements. Puis, il y a encore énormément de voitures dans nos routes. Tout le monde, pour toi, ça voudrait dire combien de pourcents pour être satisfaisant quand même? Si on compare à d'autres villes du monde, là, 80 %. OK, fait 80 % Entre 80 et 90 % devrait... Il va toujours rester un 10 %. Tu as des gens à mobilité réduite, par exemple, qui ont... Il y a à peu près 25 % de gens dans la population qui ont des limitations de mobilité. Puis un 10 % qui ont des limitations de mobilité importantes qui, généralement, vont demander qu'ils se déplacent en automobile. Ça, c'est correct. Je pense qu'il y a moyen, comme société, de pouvoir accommoder ces gens-là parce qu'ils ont une mobilité réduite qui demande absolument d'avoir un véhicule. Pour moi, c'est... quand on regarde certaines villes en Asie, en Europe, là, c'est à peu près ce qu'on a. Là. Il reste un 10-20 % de déplacement en automobile. C'est minimal. C'est aussi des déplacements que toi et moi, on va pouvoir faire. Même moi, là, qui n'a pas de voiture, je vais devoir faire en auto. Ça arrive. Je sors de la ville. Je vais acheter des sacs de terre, par exemple. Même si encore là, ça, c'est possible de faire ça avec un vélo cargo, par exemple. Mais il y a où il faut que je transporte quelqu'un. Il faut que j'amène quelqu'un à l'aéroport. Actuellement, l'aéroport est mal desservi. Fait qu'il reste un 10-20 % là, à peu près là, qui va vraiment être... si tu as réussi, comme si la ville, si en tant que ville, on a réussi à mettre en place toutes les infrastructures nécessaires, c'est ça qui devrait rester, pas plus que ça. Donc, j'essaie de comprendre. Si on oublie si on arrive là, on parle beaucoup de chiffres, là. Non, mais c'est pour me donner une idée générale. Si on est complètement satisfait avec 80 % de la population qui utilise, surtout dans les quartiers centraux ici, qui est facilement accessible. Exact. Là, présentement, l'exemple du quartier ici, là, central à Montréal, avec les plein de services, Plateau Mont-Royal, combien de pourcents de personnes utilisent une mobilité autre que l'automobile par rapport aux 80 % qu'on aimerait avoir comme objectif? Présentement, actuellement, là, sur le plateau, si je me souviens bien des chiffres de la dernière enquête Origine-Destination, parce que c'est une des façons qu'on a des données. Là. C'est des grandes enquêtes qu'on fait aux 5 ans pour avoir comme un portrait de la mobilité pour une journée moyenne de semaine. C'est pas parfait, mais ça nous donne une idée. Ça donne justement la part des déplacements qui sont faits selon chaque mode. Pour une journée de semaine, on est à peu près à 60 ou 65 % des déplacements qui sont faits autrement qu'en automobile. Dans les endroits les plus centraux de nos quartiers les plus centraux. C'est ça. Fait qu'il reste encore un bout à aller chercher. Je dis pas qu'il faut qu'on se batte pour ça. Je pense qu'il faut travailler sur plusieurs terrains en même temps. Évidemment, là, toi, où est-ce que tu habites, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de permettre c'est d'avoir davantage d'options de mobilité. Là. Mais c'est aussi de repenser l'aménagement du territoire pour réduire aussi le besoin de se déplacer
à la base trop loin de se déplacer en automobile. Je veux dire, une épicerie au fond d'un stationnement avec une immense barre de stationnement où c'est pas très invitant pour d'autres modes de transport, là. Non. Donc, tu sais, ça part de ça aussi, ça part de comment on a aménagé. Mais la majorité des quartiers centraux à Montréal ont été construits avant l'automobile, avant la guerre. OK. Donc, il y a une trame urbaine OK. qui s'est construite principalement, en fait, autour des lignes de tramway. Donc, c'est des quartiers qui ont été à la base marchables. Les gens n'avaient pas vraiment de voiture. Dans la première moitié du 20e siècle, OK. ils se déplaçaient en tramway puis à pied. OK. Puis c'était ça, les moyens de transport. Fait que les quartiers ont été développés de façon à avoir une offre commerciale de proximité qui était importante. Puis ça, c'était extrêmement important. Puis tous les urbanistes vont dire c'est super important d'avoir cet aménagement du territoire-là qui est orienté de façon à faciliter la mobilité durable et non pas à prioriser l'automobile. C'est juste que depuis les années 50-60, on a commencé à développer des quartiers orientés sur l'automobile, qui fait qu'après ça, c'est extrêmement difficile là, de changer les choses. Donc, pour se rattraper et se rapprocher de l'objectif pour l'environnement, pour la crise environnementale, oui, exact. On essaye de ramener les gens à utiliser d'autres transports que l'automobile. Exact. Là, c'est le fun dans le quartier ici, dans le plateau, mais quand on s'en va à l'extérieur, qu'est-ce qu'on offre comme offre de service, puis qu'est-ce qu'on peut changer pour amener les gens à changer? Fait que c'est ça. Fait que, évidemment, la majorité de la population au Québec n'habite pas sur le plateau Mont-Royal ou dans le centre-ville. Ah oui. Évidemment. Pour ces gens-là, qui habitent dans les quartiers centraux, ça, je le répète, je pense que c'est pas une question d'offre, c'est une question d'amener les gens à adopter ces offres de transport-là. Donc, les infrastructures cyclables, le transport collectif, puis même un mode de vie qui soit plus multimodal, finalement, où tu vas être abonné à Communauto, par exemple, donc le système d'autopartage là, qui te permet de réserver un véhicule puis d'utiliser ponctuellement, qui va te servir tes besoins de mobilité. Mais quand on n'est pas dans ces quartiers centraux-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà, il y a toujours une offre minimale de transport. Comment est-ce qu'on peut la bonifier? Donc, c'est sûr que c'est de développer le transport collectif. Ça veut dire quoi, développer le transport collectif? Ça veut dire mettre des lignes de bus plus fréquentes qui ramènent les gens vers le transport collectif structurant. Ça veut dire investir des milliards pour développer des lignes de transport collectif structurant. On a des projets qui s'en viennent. On a le prolongement de la ligne bleue qui est en train de se construire, qui va être en service d'ici 2029. Si tout va bien, on ne sait jamais. Ouais. Les projets, ça peut prendre du temps. Dérailler. Ça peut dérailler. On a le réseau express métropolitain, le REM, dont la première mouture, il y a eu... On peut mettre plein de critiques sur le REM, la façon dont ça a été fait, mais le REM va offrir une offre de transport collectif structurante. On a une première branche qui va être ouverte d'ici la fin 2023, qui va relier la rive sud au centre-ville de Montréal. Donc, Belleuil, Saint-Hilaire, ça ne sera pas si loin. Bref, ça va partir de Brossard, du quartier 10-30. Ça va nous amener au centre-ville. C'est un train léger, automatisé, sur rail, qui va être ouvert de 20 heures par jour, qui va avoir une fréquence de 3 à 5 minutes en heure de pointe, un petit peu plus hors heure de pointe, mais qui vraiment va offrir une option structurante de mobilité. Ben, c'est ça qu'il faut qu'on fasse partout. Puis après ça, on va avoir une antenne vers l'ouest de l'île, une antenne vers l'aéroport, puis une antenne vers Deux-Montagnes, qui remplace la ligne de train de banlieue qui allait jusqu'à Deux-Montagnes à l'origine. Donc ça, avoir du transport collectif structurant, il faut qu'on en fasse plus. Il faut que les gouvernements provinciaux, fédéraux, investissent davantage dans ces projets-là majeurs, qui prennent des années à se réaliser. Là. Ouais. On s'entend, là. Ben ouais. C'est de la planification, la construction, jusqu'à la mise en service, là, c'est 8 à 10 ans. Donc, il faut qu'on les fasse maintenant, parce que la crise climatique, c'est maintenant. Là. C'est maintenant qu'on a besoin de réduire le nombre d'autos sur nos routes. Fait qu'il faut qu'on fasse maintenant ces projets-là. En parallèle de ces projets-là, il faut qu'on rétablisse, il faut qu'on change la façon dont on aménage nos quartiers. Avec ces projets structurants de transport collectif, il faut qu'on arrête de développer des quartiers orientés sur l'automobile, où tu as toutes les maisons unifamiliales d'un côté, puis tous les commerces dans un seul coin du quartier, cachés au centre d'une mare de stationnement. J'appelle toujours ça une mare de stationnement parce que c'est un peu ça que c'est, là. Ouais. C'est-à-dire que les commerces sont sont reculés par rapport à la rue, puis tout ce que tu vois en premier, c'est le stationnement. Ouais. Ce qui est invitant pour aucun mode de transport sauf l'automobile. Ben ouais. Fait qu'il faut qu'on arrête faut absolument qu'on arrête. Ça prend un moratoire sur ce type de quartier-là. Faut qu'on densifie. Puis il faut qu'on repense nos quartiers pour les faire un peu plus comme on les faisait avant l'arrivée de l'automobile. Okay. C'est-à-dire, comme on les faisait, c'est le principe en anglais de Transit Oriented Development. Donc, orienté autour du transport collectif structurant. De façon à ce que, même si tu habites dans un quartier qui est plus excentré, plus en banlieue, techniquement, si le quartier est bien construit, dans ton quartier, tu es capable de faire des déplacements à pied, à vélo, en moins de 15-20 minutes. Puis pour te connecter aux autres quartiers,
notamment au centre de la ville. Mais là, tu prends le transport en commun qui est structurant, qui est sur rail généralement, qui va être fréquent, qui va être fiable, puis qui va accommoder des déplacements. Là. Puis pas juste les déplacements domicile-travail, mais tous les déplacements que tu peux... Ça peut être le spectacle que tu vas aller voir en soirée à la Place des Arts. Ça peut être aller au resto au centre-ville, par exemple. Ça peut être aller visiter des choses la fin de semaine. Il faut que le service soit pas juste orienté sur les pointes. Puis les études présentement confirment que une fois que la structure est construite, disons, dans 8-10 ans d'ici, les gens vont l'utiliser. Ben c'est ça. Oui, il y a des gens qui vont l'adopter. Après ça, je pense qu'il faut... Pour justifier les coûts. Là, pour justifier les coûts. Puis généralement, ça fonctionne. Le métro à Laval, ça a été un succès phénoménal. Ça a été ouvert en 2007. Là. Ils ont prolongé de 3 stations. Là. Ouais. Le métro à Laval faisait plus de 20 ans que ça n'avait pas été prolongé, le métro. Ajouté 3 stations. L'achalandage a été au-dessus des attentes. OK. Il y a eu plus de demandes que prévu. Ouais. Ça démontre quand même que quand tu mets un réseau de transport structurant, il y a un potentiel. Moi, ce que je dis, c'est en plus de ça, faut qu'on amène davantage de gens à adopter plus rapidement. Parce qu'il y en a qui ont peut-être pris 1 an, 2 ans, 3 ans avant de changer leur comportement, puis se disaient « Hey, je vais l'essayer le bus. Jusqu'au métro jusqu'au centre-ville. Puis, comment on amène les gens aussi plus rapidement à adopter ces nouvelles offres? On a investi des milliards dans ces lignes de transport structurant. Comment est-ce qu'on peut encourager davantage de gens à changer leur comportement plus rapidement? Parce que tout changement est difficile. Hein? Ça, faut pas se le cacher. Fait que moi, c'est un peu ça de mon propos. Il faut qu'on bonifie l'offre de transport collectif, l'offre de transport de mobilité active, donc d'infrastructures cyclables, mais il faut qu'on amène les gens à adopter plus facilement, plus rapidement ces options-là. Parce que quand on les met en place, il y a plein de gens qui se disent « Ah, c'est pas pour moi je prends mon char. » Il y a du monde qui vont être contents que d'autres délaissent leur voiture pour aller dans le transport collectif. Ça fait des gens de moins devant eux tous les jours dans les bouchons de circulation. Ouais. Mais donc, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on amène? Mais c'est sûr que ça prend des infrastructures. Donc, quand on les fait, on arrive à encourager les gens à utiliser ça. Puis ça, il y a toutes sortes de... Ça peut être différents incitatifs financiers, par exemple. Mais est-ce que le politique retarde ou parce qu'il manque d'argent, ou le politique retarde parce qu'il pense que ça va être sous-utilisé, parce qu'il pense que la population n'est pas rendue là, ou au contraire, la population n'est pas rendue là parce que les structures ne sont pas là? C'est comme l'œuf ou la poule. Oui, c'est l'œuf ou la poule. Ça, il y a beaucoup. Là, on peut dire pourquoi est-ce qu'on mettrait plus d'infrastructures cyclables, plus de pistes cyclables? Il y a personne sur les pistes cyclables. Le vélo, c'est un peu compliqué. Ça demande... il y a d'autres éléments. Là. Laval a fait un travail exceptionnel dans les dernières années. Puis on ne pense pas à Laval comme une ville du vélo. Non. Parce qu'on pense encore à Laval comme une ville de chars. Ouais. Mais ils ont mis des infrastructures cyclables de très haute qualité. Là. Un peu comme le réseau Express Vélo ici à Montréal, ou un peu comme on retrouve dans les Pays-Bas ou à Copenhague, là, c'est-à-dire physiquement séparés de la circulation automobile. Pas des pistes cyclables sur le trottoir bidirectionnel. Des pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de rue, physiquement séparées de la circulation automobile. Ils en ont fait sur beaucoup de leurs très grands boulevards. C'était plus facile, il y avait plus d'espace. Ouais. Tu passes d'un boulevard à 4 voies, t'enlèves une voie, il en reste encore 3. Là. Fait que tu peux te permettre d'en mettre une pour le vélo. Mais ils ont encore un enjeu. Ils ont encore de la misère parce que ça demeure une ville qui, dans son aménagement général du territoire, est centrée sur l'automobile. Puis il y a des habitudes ancrées depuis longtemps. Les gens prennent leur voiture, les distances sont peut-être un peu plus grandes. Ils ont de la misère à avoir des cyclistes sur leur piste cyclable. À Montréal, dans les quartiers centraux, on n'est pas là. Non. Les pistes cyclables sont pleines. On les met, puis là, les gens disent, regardez, ça fonctionne, on met des pistes cyclables. Oui, mais le reste du contexte d'aménagement du territoire fait que les gens vont se tourner plus facilement parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes à l'automobile aussi en ville. Ouais. Fait que, faut mettre les offres en place, mais il faut mettre les offres, puis faut le faire. Puis qu'est-ce que les études disent? Ben, les études disent que ça fonctionne généralement, qu'on arrive à augmenter la part modale des transports collectifs quand on met des offres structurantes en place. Le gouvernement, mais c'est que c'est cher. C'est des gros projets qui vont coûter, puis au fur et à mesure que les années avancent, plus les projets coûtent cher. Ça a coûté 800 millions, prolonger de 3 stations à Laval. En 2007? C'est énormément d'argent. Oui, mais là, prolonger de 5 stations, la ligne bleue, 6 milliards. 800 millions en 2007, 6 milliards actuellement. Fait que on n'est même pas dans les mêmes ordres de grandeur. Là. Non, pas du tout. Puis plus on attend, plus ça coûte cher. Oui. Fait que il y a de ça. Il y a aussi le fait que, écoute, moi, j'ai pas la langue dans la poche. Je pense que le gouvernement, ça demeure encore un gouvernement de char. Là. Quand tous les ministres se déplacent en voiture, que tous les ministres viennent de la banlieue ou des milieux plus ruraux, puis que tout ce qu'ils ont connu dans leur vie, c'est l'automobile, ils sont moins convaincus par le transport collectif. Ben oui.
Fait que c'est pour ça qu'on a de la misère à investir. Puis après ça, est-ce que c'est ça que la population veut? Est-ce que c'est ça? Généralement, dans le Grand Montréal, il y a des études qui ont démontré 80% de la population, ça c'est le centre c'est le Cyrano, le centre. Oui. Oui, je pense que tu connais peut-être, oui. Et eux, ils font différentes enquêtes de perception, puis d'attitude, puis de satisfaction sur différentes affaires. Puis en 2018, ils ont fait une enquête qui a posé des questions sur la proportion des gens qui souhaitaient que le gouvernement investisse davantage en transport collectif à Montréal, puis c'était autour de 80%, là, le taux d'approbation. Mm-hmm. À Québec, un petit peu moins. Il y a eu tous les débats par rapport au troisième lien versus le tramway à Québec. Mm-hmm. C'était moins acquis. La preuve que l'opinion publique peut varier beaucoup d'un endroit à l'autre selon l'expérience, justement, de mobilité que les gens vont avoir. Mm-hmm. Mais à Montréal, de façon générale, le transport collectif, les gens en veulent. Même là, les maires, avec le prolongement ce qui était le REM de l'Est, là, finalement, ça a été enlevé à CDPQ Infra, à la Caisse de dépôt. C'est la Ville, la RTM, le ministère des Transports du Québec qui ont repris ce projet-là, qu'ils appellent maintenant le réseau structurant de l'Est, qui va aller jusqu'à l'Assomption. Puis là, les maires de Mascouche, l'Assomption, Repentigny, ils veulent que ce réseau structurant-là, qui devrait être annoncé dans la prochaine année, se rende jusque chez eux. Mm-hmm. Donc, il y a un désir. Même en banlieue, là, les gens, les élus actuellement veulent offrir de ce type de transport-là à leurs citoyens. À leurs citoyens, à leurs citoyennes, oui, exact. Mais, OK. Donc, mais il reste beaucoup de freins. Est-ce que le frein est plus grand par rapport aux citoyens ou par rapport aux politiques? Les deux, puis comme je te dis, moi, ça dépend, t'habites où. Ça dépend, t'habites où? Ben oui, ça revient à cette question d'offre et de demande. Quand l'offre est là, puis les gens ne la prennent pas, ça, est-ce que le frein est aux citoyens ou il est au gouvernement de mettre en place les offres? Les citoyens habitent où? Ils habitent partout par définition. Alors qu'effectivement, par définition, le politique, les politiciens habitent dans des lieux qui n'utiliseront pas leur véhicule en général, là, si on peut partir là-dessus. Mais fait que c'est eux autres qu'il faut changer aussi beaucoup, là. Exact. Puis on n'a pas ce qu'il y a. Faut qu'on élise des gens qui soient prêts à avoir des politiques ambitieuses en transport. On embarque dans quelque chose. Donc. Ben oui. On embarque dans un sujet. On embarque dans quelque chose. Puis le transport, puis la dépendance à l'automobile, elle est intrinsèquement politique. Parce que, les citoyens, les politiciens vont écouter ce que les citoyens qui les ont élus vont vouloir. Pour se faire élire. Pour se faire élire, okay. Évidemment. Mm-hmm. Donc, si tu te fais élire par des populations, puis regarde la CAQ, la carte de la CAQ actuellement, c'est où qu'ils sont élus, la CAQ? Oui. Ils ne sont pas dans les quartiers centraux de Montréal, ils ne sont pas dans les quartiers centraux de Québec, ils ne sont pas dans les quartiers centraux à Sherbrooke, ils sont dans toutes les banlieues de Montréal, dans tous les milieux plus ruraux du Québec, des endroits très fortement dominés par l'automobile. C'est sûr que... Il y a au moins un intérêt... Oui, c'est ça. Mais, comme je te dis, j'ai une lueur d'espoir. On dirait que ça tend à changer. Mais il y a encore... Fait qu'on est prêt à annoncer des offres de transport structurantes. On est prêt à le faire. Je pense qu'on va pas assez vite pour le faire. On a de la misère à mettre de l'argent pour le transport. Puis pas juste le transport structurant, mais juste bonifier les services de bus. Là, ça peut faire une immense différence. Là. De savoir que tu as un bus qui sera pas pris dans le trafic, qui va passer aux 10 minutes... Puis en avant des autres chars. En avant, c'est ça que je veux dire. Pas pris dans le trafic, c'est-à-dire qu'il y a une voie réservée. C'est ça. Un des meilleurs. Puis ça, c'est à faible coût. Là. Ça n'a rien à voir aux milliards qu'on doit investir dans le transport collectif structurant sur rail. Là. On parle de services par bus qui peuvent être extrêmement efficaces. Puis dans plein de villes européennes, c'est en place, c'est extrêmement efficace, ça fonctionne bien. Puis la clé, c'est de sortir les bus du trafic automobile. Ça n'a aucun sens qu'un bus qui ait 50, 60 personnes dedans, qui soit plein en heure de pointe, soit pris derrière 50 voitures qui prennent 10 fois l'espace qu'il prend sur rue pour déplacer 50 personnes tout seuls dans leur char. Ben oui. Ça se peut pas comme société qu'on permette cette inéquité-là. Mais à quelle distance on est de la réalisation, de mise en œuvre que tous les autobus fonctionnent dans leurs voies réservées? Quand on met des voies réservées sur tous les boulevards? Oui. Ben on est loin. Parce que là, on vient on est à côté. On est aussi loin qu'à côté parce qu'il n'y a pas de raison, comme tu le dis. Ben, il n'y a pas de raison. C'est pas une raison financière. Ça coûte. Des voies réservées, c'est des panneaux, puis c'est de la peinture à terre. C'est tout. Puis c'est de revoir la planification des bus. Oui. Ça coûte des peanuts en termes d'argent public. C'est la meilleure chose à faire. C'est la première des choses à faire. C'est la première des choses à faire, là. Parce qu'on n'a pas 10 ans à attendre que toute cette belle offre de transport collectif structurant puis que notre réseau de métro ressemble à celui de Paris. On n'a pas le temps d'attendre ça, là. Non. Alors, en attendant ça, il faut qu'on mette en place
du transport collectif de qualité qui part par les réseaux de bus. Ça peut partir de... Pourquoi ça se fait pas? Ben, c'est là qu'on touche à l'automobile. Puis, le métro, tu le construis sous terre ou en aérien. Oui, tu n'enlèves pas d'espace à l'auto. Non. Fait que tout le monde est pour ça. Même les automobilistes sont comme, ben, tant mieux. Ah oui. Merci, vous allez enlever des automobilistes devant moi. Moi, je vais pouvoir... Moi, je ne prendrai pas le REM ou le prolongement de la ligne bleue. Je vais continuer dans mon char. Ah oui. Je suis pas assez content qu'il y en a qui vont décider de le prendre, justement. Mais là, le bus... Oui. Pour réserver pour bus. Oui. Tramway, même affaire. Si on n'a pas de réseau de tramway. Mais là, il y a le tramway qui s'en vient à Québec. Là, c'est le projet structurant à Québec. La colonne vertébrale de ce réseau de transport collectif structurant à Québec, c'est un tramway. C'est la première fois qu'on a un tramway au Québec depuis les années 50. Puis encore, les années 50, ça s'appelait un tram. C'était pas un tramway moderne comme il y a dans plein de villes européennes, incluant en Europe, en Allemagne, en France, c'est des villes de 200 000 habitants qui ont des tramways. Là. Ben oui. 200 000 habitants, là... Longueuil, c'est plus que 200 000 habitants. Laval, c'est plus que 200 000 habitants. Gatineau, c'est plus que 200 000. Sherbrooke, on approche de 200 000. Sur une distance respectable comparable? Ou, parce que 200 000 habitants sur 42 000 km, c'est pas la même chose que... Oui, mais nos cœurs de ville sont assez denses. Là, Okay. Je veux dire, au Québec, là, ça n'avait pas de sens qu'une ville comme Québec, notamment, là, dont la région métropolitaine a à peu près 800 000 personnes, n'avait pas de réseau structurant. OK. N'avait que des réseaux de bus. Ça n'avait aucun sens. Fait qu'on est enfin content qu'ils aient leur tramway. Il serait temps qu'on ait aussi du tramway, du service rapide par bus, ou même juste des bus en voie réservée, qu'on en fasse plus à Montréal. Mais tout ça demande d'enlever de l'espace à l'automobile. Oui, mais faisons-le. Oui. Ben, je ne devrais pas me prononcer politiquement, mais... Oui. Oui. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Oui. Si tu veux convaincre le plus de gens possible, il faut non seulement que tu bonifies l'offre de transport, mais qu'en plus, tu contraignes l'automobile. C'est-à-dire qu'en enlevant de la capacité routière, ben, si le nombre de véhicules reste le même, tu vas avoir plus de congestion. Mais c'est pas ça qui se passe en réalité. Les gens adaptent leur comportement. Oui. Si tu restes dans ton char, OK, nomme-moi un boulevard à Montréal. Oui, Saint-Joseph. Saint-Joseph. Saint-Joseph, je pense qu'il y a des voies réservées déjà. Ah, OK. Mais ils sont juste en heure de pointe. Une direction par heure de pointe, bref. T'enlèves une voie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si les gens ne changent pas leur comportement, la congestion augmente. Mais là, si ton déplacement qui t'en prenait 20 minutes, t'en prends 30, il y a des gens qui vont dire, ouais, je vais me déplacer à 12 heures. Peut-être que je vais le prendre, cette nouvelle offre de bus, justement, qu'ils ont mis. Parce qu'à tous les jours, je le vois passer devant moi, le bus. Dans sa voie réservée. Dans sa voie réservée, qui n'est pas pris dans le trafic. Fait qu'il y a du monde qui vont changer comme ça leur comportement. Donc, changement d'heure, de déplacement. Ceux qui font des déplacements discrétionnaires, là, qui n'ont pas besoin de se déplacer nécessairement à l'heure de pointe, vont le faire à d'autres moments. Ceux qui peuvent changer de mode de transport parce qu'ils n'ont pas d'enfants à aller chercher à la garderie, tout ça, ils vont peut-être le faire parce que ça prend plus de temps en auto, parce que là, on a réduit la capacité routière. Donc, il faut qu'on réduise la capacité routière pour encourager les gens à prendre l'espace qu'on a redonné aux autres modes de transport. J'appelle ça redonner parce que c'est ça que c'est, là. C'est 76 % à peu près de la voirie à Montréal qui est allouée à l'automobile, quand on considère le stationnement puis les voies de circulation. C'est considérable, mais c'est très peu qui n'est pas alloué à l'automobile, finalement. On donne énormément d'espace à l'automobile, mais l'automobile, quand tu regardes une rue, c'est le mode de transport le moins efficace. Par voie de circulation, c'est celui qui peut déplacer le moins de personnes par heure, par direction. Donc, en termes de société, c'est pas des bons choix. Il faut qu'on fasse les choix de société qui... Mais cette société-là, je reviens encore à la politique. Oui. Il faut bien que les politiciens décident. Ils ont un mandat de 4 ans, ils veulent se faire réélire, mais au bout de la ligne, il faut quand même... Parce qu'ils sont quand même au courant, les politiciens, de plus en plus, sur le changement climatique. Oui, la crise climatique. Il y a une formation des politiciens qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, là, qui a commencé à avoir lieu à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent être un peu plus informés sur la crise climatique. Donc, ils devraient être amenés à être un petit peu plus sensibles à ça et dire, ben là, écoute, je sais pas si je vais être élu, mais je vais peut-être être élu parce que les citoyens commencent à être conscientisés, mais nous autres, il faut le faire, en tout cas. Est-ce qu'ils vont suivre la population ou il faut devancer un peu la population pour... C'est ça qui est difficile. Puis là, je suis pas un expert en sciences politiques, mais ce que je vois en transport, c'est que c'est toujours 2 pas en avant, 1 pas en arrière, c'est-à-dire que tu peux promettre quelque chose, tu le fais, tu vas te prendre un peu d'opposition, mais si tu as bien timé tes affaires, puis c'est ça, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à orchestrer ça dans le temps pour que ça passe. Tu sais, tu veux avoir... Tu
Tu n'auras jamais 100% de la population qui va être d'accord avec ce que tu vas faire. On peut pas tu veux juste pas en avoir plus qu'une grosse partie, plus que la majorité qui va s'opposer à toi. Fait que... c'est déjà ça. D'avoir la majorité. Ben oui. Bon. Ben c'est ça, exact. Mais la majorité, elle se confronte facilement à quand tu viens enlever une voie... Les voies de circulation, c'est un peu moins pire. Ça passe un peu plus dans le bas. Viens enlever du stationnement sur rue, c'est que là, tu viens toucher directement au quotidien des gens. Fait que ça, les policiers ont peur, puis je pense que je t'avais mentionné plus tôt. Fait qu'ils ont peur de le faire, pour la question d'être élu aussi, mais tu as des politiciens, puis on a plein d'élus à Montréal, dans le projet Montréal notamment, qui ont été de l'avant, qui ont fait des actions ambitieuses, qui ont annoncé des infrastructures cyclables ambitieuses. Encore au sommet climat la semaine dernière qui avait lieu, la mairesse a annoncé un corridor de mobilité sur Henri Bourassa. Henri Bourassa, immense boulevard. Tu le sais, on s'est connus dans Antique. 4 voies de large par direction. Il va en avoir... On va mettre un SRB, système rapide par bus, un peu comme ils ont fait sur P9. Okay. Donc, un bus en site propre. Là. Même pas juste une voie réservée aux heures de pointe. On parle vraiment d'un site propre, là, complètement séparé de la circulation automobile. Puis en plus, on va mettre des voies cyclables là, sur le format du réseau express vélo, là, comme on a ici sur Saint-Denis. Là. Okay. Donc, on va transformer un boulevard à 4 voies par direction à maintenant 2 voies de circulation par direction. J'ai pas vu les rendus finaux, mais ça devrait être ça. Okay. Puis parce qu'on va avoir redonné de l'espace aux autres modes de transport là, pour permettre aux gens de se déplacer autrement. Okay. Fait que ça en prend, mais on devrait l'annoncer sur tous les boulevards urbains de Montréal. Tout ce qui est actuellement uniquement automobile là, ou juste avec des bus qui sont pas en voie réservée devrait avoir cette forme-là d'ici 10 ans, là, si on veut être capable de transformer la mobilité suffisamment, si on veut être capable de permettre au plus de gens possible de laisser leur char à la maison ou même de vendre leur voiture, là, c'est ça que ça va prendre. Fait qu'on a de la misère à le faire. Le provincial, ils vont dire on a besoin de l'argent le municipal va dire on a besoin de l'argent du provincial. Le provincial... Leurs électeurs sont pas élus, leurs députés sont pas élus à Montréal, c'est pas leurs électeurs. À Montréal, ça va être Québec solidaire puis libéral. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a toutes sortes de jeux politiques comme ça qui se passent. Là, Alors, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là si la politique va passer rapidement puis la crise, elle ralentit pas puis elle accélère? Bien, t'as de plus en plus de citoyens qui vont demander les changements. Là. Puis ça se fait déjà. Il y a énormément de citoyens qui s'organisent puis qui demandent ces changements-là, qui veulent davantage d'options pour se déplacer que l'automobile, qui veulent apaiser les quartiers aussi, parce que c'est aussi ça. Par la transformation, le système de mobilité qu'on a actuellement, là, qui est centré sur l'automobile principalement, c'est le système le plus inéquitable qui n'existe pas. Tu forces des ménages à devoir posséder plusieurs véhicules, à dépenser une quantité astronomique d'argent, qui en plus, dans le contexte québécois, sort du Québec, parce qu'on n'en produit pas de véhicules, fait qu'on les importe. Ouais. Puis on met quoi dedans? On met de l'essence importée. Oui, il y a l'électrification, puis tranquillement, on va mettre de l'électricité qui est produite par Hydro-Québec dedans. Mais on pourra s'en parler des véhicules électriques. Ça règle une partie du problème, mais ça règle pas les véhicules électriques sont tout aussi pris dans la congestion, contribuent tout le temps à la congestion automobile. Fait que, qu'est-ce que je dis avec ça, là? Là, c'est moi qui t'ai perdu. Là, c'est moi qui t'ai je parlais de... oui, c'est ça, le système le plus inéquitable qui soit. Tu forces les ménages à devoir s'équiper, se motoriser, puis dépenser beaucoup d'argent dans un bien automobile qu'on importe, à mettre de l'essence importée dedans. Ça leur coûte extrêmement cher. Petit comparatif, là, au Québec, là, c'est le 2e poste de dépense des ménages après l'habitation. C'est pas la bouffe, c'est le transport. Okay. C'est estimé à peu près à 10-11 000 par année qu'on dépense en transport. 90% de ça, c'est en automobile, puis l'autre 10%, c'est en transport collectif. Collectivement, là, à la moyenne sur l'ensemble du Québec. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est inéquitable parce que les familles à plus faible revenu, ben, il faut qu'ils dépensent plus encore que ce 18%-là. En Europe, ben, on est à peu près à 14%. Donc, ça donne déjà une idée. Là. On sait que le transport collectif est meilleur en Europe. Les gens s'achètent aussi les plus petites voitures en Europe. Donc, 14% versus 18% ici, c'est déjà une différence importante. Puis, en ayant un système de transport où, dans beaucoup de quartiers, tu n'as pas le choix d'avoir un char pour te déplacer ou dès que tu as une famille, tu n'as pas le choix d'avoir un véhicule, ben, les ménages à plus faible revenu sont fortement pénalisés. Soit ils doivent dépenser beaucoup pour avoir un vieux char usagé qui va tomber en ruine puis qui vont devoir avoir des réparations coûteuses une fois de temps en temps ou souvent, ou tu les obliges à avoir une accessibilité réduite. Ils sont obligés de dépendre d'un transport collectif qui peut être pas souvent adéquat parce qu'ils habitent dans des quartiers un peu excentrés où ils sont pas collés sur le métro justement parce que ça coûte trop cher. Donc, tu forces les populations immigrantes
défavorisés à devoir dépenser beaucoup trop d'argent en transport ou à devoir être contraints d'avoir une mobilité moindre, de prendre des heures pour se rendre à leur lieu de travail. Donc, c'est un système qui est fondamentalement inéquitable, contrairement à un système qui reposerait davantage sur le transport collectif puis sur la mobilité active. C'est un système qui... il y a un coût d'opportunité énorme. On parlait du vélo tantôt puis des bénéfices de la santé du vélo. Ben, juste le transport collectif. Si tu prends le transport en commun tous les jours, marcher jusqu'à l'arrêt de bus, marcher du bus, descendre les escaliers jusqu'à la rame de métro, remonter les escaliers, même si sont mécaniques, jusqu'au métro. En tout cas, tu marches, là, c'est estimé que tu fais... les chiffres varient, là. J'ai vu des études qui allaient jusqu'à 50%, d'autres qui étaient à 25% de ton activité physique quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour avoir les bénéfices. Là. Ben oui. Juste en te déplaçant en transport collectif. Donc, mais quand tu es dans ton char, assis sur ton steak, porte à porte, tu l'as fait-tu, cette activité physique-là? Non. Je parlais plutôt de pollution sonore. Tu vas aller faire du gym à la place après. Ben oui, tu vas prendre ton auto pour aller faire du gym. Il y a comme quelque chose de pas optimal. Puis tu vas créer la congestion à cause de ça. Tu vas mettre... Puis le dernier élément, c'est la sécurité. Plus il y a de véhicules sur les routes, plus les risques de collision augmentent, avec les usagers vulnérables notamment, les gens à pied, à vélo. Ceux qui font les choix finalement de se déplacer sans automobile subissent les conséquences du fait qu'il y ait plus d'automobiles sur nos routes. Ben oui. Puis il y a eu un débat actuellement de société au Québec, puis je pense qu'il est important. Depuis la mort de la jeune Maria, là, la réfugiée ukrainienne qui est arrivée ici, qui a fui la guerre en Ukraine pour se faire tuer par un chauffeur en VUS alors qu'elle se rendait à l'école, ça n'a aucun sens en tant que société qu'on permette ça. Là. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire les aménagements de nos rues adéquats? Donc, quand on parle d'aménager nos villes, nos quartiers, nos milieux de vie pour la mobilité durable, c'est les aménager pour s'assurer que l'automobile ne crée pas toutes ces conséquences-là. Parce que, puis moi, ça me touche énormément. Quand je peux pas croire qu'il y a des enfants qui meurent derrière, sous les roues de véhicules de plus en plus gros sur nos routes, de gens pressés de retourner, de retourner chez eux, qui font de la vitesse, qui ne respectent pas les limites de vitesse, puis qu'on n'a pas des aménagements en place qui font que c'est difficile de ne pas respecter les limites de vitesse, parce que c'est aussi ça, là. La littérature est très claire là-dessus, les meilleures pratiques. Si on veut que les gens respectent les limites de vitesse, il faut que le design de la rue soit arrimé avec la vitesse qu'on met en place. Il ne faut pas que ça soit aussi contraignant, c'est-à-dire avoir plus de détecteurs de vitesse. Oui, exact. Ça peut être une façon, parce que changer les aménagements, rétrécir nos rues, élargir nos trottoirs, faire des saillies de trottoirs, c'est important, c'est nécessaire, ça prend du temps. Donc, c'est un peu la même idée que de mettre des bus en attendant les réseaux structurants de transport collectif. Ben, la même idée pour les radars. Puis ça, c'est le débat actuellement, c'est est-ce que Québec va autoriser davantage de radars pour limiter la vitesse, parce que la vitesse, c'est un des principaux enjeux par rapport à la sécurité routière. Puis plus tu as de gens en véhicule, plus tu as de gens qui vont conduire vite, puis plus tu as de conséquences sur les usagers les plus vulnérables. OK. Puis si on déborde un petit peu, puis on s'en va vers le transport électrique, une Tesla ou autre véhicule électrique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que moi, je parle beaucoup, justement, je réponds aux questions, mais des fois, je réalise pas qu'est-ce que les gens savent ou savent pas par rapport à ça. Je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est une bonne idée peut-être transitoire, c'est une bonne idée parce qu'il y a moins de CO2 qui est émis, mais présentement, si on va prendre le modèle Tesla avec une batterie lithium-ion, je crois, qui existe déjà là, sur le marché, il faut quand même les développer, ces automobiles-là. Puis, présentement, électrique, il y a peut-être 2% à peu près là, d'électrique dans le transport mondial, ou à peu près. Là. Le chiffre mondial, je suis plus certain. Au Québec, on est à peu près à ça. Là. À peu près 2%. Le chiffre de 2021, ça augmente vite, là. Oui. À peu près 1,5 2%, ça dépend des régions. Fait on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Fait que même si, disons que c'est à 2%, avant d'atteindre 100%, ça va prendre des années. Fait que c'est déjà un handicap par rapport à ce qu'on a de besoin comme peut-être décroissance, d'après moi. Mettre autant de véhicules,
remplacer les véhicules existants pour mettre autant de véhicules sur les routes, c'est pas vraiment une bonne idée. Il faudrait aller dans le transport en commun, la marche ou le vélo. Après ça, ces véhicules électriques-là, ça prend des métaux rares, ça prend du lithium. Là, il va falloir construire encore d'autres usines pour le lithium. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement bon pour l'environnement. Donc, tu dégrades encore l'environnement pour aller construire quelque chose qui est... Puis, on n'est pas rendu, là. Il faudrait que ce soit quelque chose de beaucoup plus rapide que le développement des véhicules électriques pour aboutir à un 50 % de réduction d'ici 2030, puis un carboneutre d'ici 2050 souvent. Donc, on n'y arrivera pas là, avec ça. Là. Donc, je pense que c'est une diminution, puis c'était encore de la consommation. Ben oui. Tu achètes un char à essence ou un char électrique, tu es encore dans la consommation. Alors que puis la consommation, pour le construire, cet automobile-là, tu vas encore émettre partout ailleurs sur la planète, puis on n'en construit pas ici au Québec des véhicules, donc du CO2. Fait que c'est une bonne solution parce que c'est électrique, mais c'est pas une bonne solution dans le sens qu'il va y avoir un coût, ne serait-ce qu'en CO2, qui n'est pas encore acceptable. Je trouve que c'est pas une bonne direction, là. Mais c'est pas une bonne direction à prioriser. C'est important. Oui. Ça fait partie des approches qu'on doit mettre en place. Il y a une fameuse approche en planification des transports et en aménagement du territoire, c'est l'approche RTA, réduire, transférer, améliorer. C'est un peu l'équivalent du fameux 3RV là, dans le réduire, recycler, réutiliser. C'est réduire, réutiliser, recycler, valoriser. Là. Okay. Mais là, c'est un peu le même principe en transport. Réduire, transférer, améliorer. Donc, on réduit les déplacements faits en automobile. On réduit les distances. En fait, c'est les véhicules kilomètres parcourus en automobile. Ouais. Donc, ça veut dire moins de déplacements en automobile, puis moins long déplacements aussi. Ouais. Transférer vers des modes de transport plus avec moins d'impact carbone. La marche, le vélo, le transport collectif. OK. Puis finalement, améliorer l'efficacité des moteurs, puis améliorer le type de moteur, donc on change vers l'électrique. Mais c'est la dernière des étapes. Ouais. Fait on en a besoin. La modélisation nous dit qu'on a besoin que nos véhicules, parce qu'on ne pourra pas enlever l'automobile d'ici 2050. Non. Mais on a besoin que les véhicules qui restent soient électriques, ça va de soi. Mm-hmm. Puis je suis pas un pro véhicule électrique. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire. Puis si j'ai un jour à m'acheter une voiture, elle va être électrique. Ben oui. Je pense pas que je vais. Un de mes objectifs de vie, c'est de ne pas avoir à m'acheter de véhicule jamais. Ouais. Mais on va voir si je vais réussir. Mais le problème, c'est comment on donne la priorité à ça. Puis actuellement, le gouvernement provincial au Québec, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il met comme priorité numéro 1. Ben oui. Ça devrait être la troisième priorité. Okay. Mais on la met en numéro 1. On dit, on vous donne 7 000 ben oui. pour un véhicule neuf, un peu moins pour un véhicule usagé, un peu moins si le véhicule coûte plus cher, mais bref. On peut aller chercher jusqu'à 7 000 Le gouvernement fédéral lui met 5 000 Fait que tu as 12 000 qu'on donne aux particuliers pour s'acheter un char. Ben oui. Déjà, qui provient de où? Au Québec, ça provient des revenus du marché du carbone. OK. Ça ne provient pas des impôts généraux, pas encore. Non. Pas encore, mais on est encore juste à... Je pense que les chiffres de 2022, c'était autour de 10-12 % des nouveaux véhicules qui étaient électriques. OK. Ce qui est quand même élevé. De nouveaux véhicules. Ah oui? De véhicules neufs vendus au Québec. Oui, ça monte vite. Là. OK. Oui. Puis je vais pouvoir te parler aussi de la norme de véhicules zéro émission après. Là. Ouais. Mais bref, on donne de l'argent aux particuliers pour qu'ils s'achètent des chars. OK. C'est qui profite de ça? C'est les plus riches, parce que les chars électriques sont encore chers. Ben, c'est ça. Fait que on donne l'argent aux plus riches? Aux plus riches, plutôt que de prendre cet argent du marché du carbone puis de dire on va l'investir dans un mode de transport qui est plus équitable, qui va bénéficier à plus de population, le transport collectif, à bonifier le transport collectif, donner du transport collectif structurant. On le fait, on le donne à des gens pour qu'ils s'achètent des chars électriques. Ben oui. La façon dont ça devrait être fait, c'est comme la Norvège le fait, c'est comme d'autres pays européens le font, c'est-à-dire que c'est un peu un système de bonus-malus. Tu taxes davantage les véhicules polluants. Avec ces taxes additionnelles-là, tu finances les véhicules électriques. Fait que là, ça serait comme une neutralité au niveau des revenus à somme nulle pour l'État. Mais c'est pas ça qu'on fait actuellement. On donne l'argent qu'on pourrait clairement investir à d'autres façons en mobilité pour réduire les GS, oui, mais plein d'autres impacts liés à l'automobile. Fait que moi, c'est surtout ça le problème que j'ai, c'est la priorité qu'on donne à ça. Le message que ça envoie à la population, on dit, vous n'avez pas besoin de changer vos comportements, attendez que l'auto électrique arrive, vous allez pouvoir continuer à conduire votre char, il va être électrique, vous allez pouvoir... problème de conscience, tout va être beau. Plus de conscience. Puis c'est ça qui se passe. Ah oui. Quand les gens achètent un véhicule électrique, d'un, ils le payent cher, de deux, ils disent, c'est quoi le problème? Mon char est électrique, je peux le rouler autant que je veux. Ben oui.
oubliant toutes les autres conséquences Ouais. sur la sécurité, sur la pollution sonore, sur même la pollution de l'air n'est pas 100% réduite par les véhicules électriques parce que le frottement des roues génère des particules fines. Non, oui. De toute façon, il faut le construire, ce véhicule. Puis il faut le construire. Puis toutes les études nous disent, les analyses de cycle de vie des véhicules électriques, incluant celle qui a été faite par le CIREG, le Centre de recherche en analyse de cycle de vie au Québec, là, OK. à date de 2016. Il serait temps qu'elle soit un peu mise à jour, mais quand même, là, la production du véhicule, notamment à cause de la production des batteries, demande énormément plus, émet beaucoup plus de GES qu'un véhicule à essence. Pour la construction. Pour la construction, notamment à cause de la batterie. La batterie. La batterie qui demande beaucoup de matériaux, donc de terres rares, puis de lithium, puis d'autres matériaux comme ça qu'il faut extraire. Il y a certains matériaux qui sont uniquement dans certains endroits. Tu as de l'exploitation humaine, comme ça se peut pas derrière ça. Au Congo, notamment, en République démocratique du Congo, pour des trucs comme le cobalt. Donc, tout ça, là, donc, en voulant transformer l'ensemble du parc automobile, un parc automobile qui continue à croître, d'ailleurs, plus rapidement que la population. On est à peu près depuis 2000 à Montréal. Sur l'île de Montréal, là, j'ai retravaillé, j'ai mis les chiffres dans un rapport récemment, fait que je les sais. Le nombre de véhicules a augmenté de 24 %, le nombre de ménages a augmenté d'à peu près 13 % puis la population a augmenté de 8 %. Donc, je répète, 24 % augmentation du nombre de véhicules depuis l'an 2000, entre 2021 et 2000 à Montréal, plus 8 % à la population, puis plus 13 % au nombre de ménages. Pourquoi le nombre de ménages a augmenté plus vite que la population? Bien parce que les gens habitent plus seuls qu'avant. Mais ça aussi, donc moins d'opportunités de partage de véhicules, d'ailleurs. Mais donc, le nombre de véhicules augmente plus vite que le nombre de ménages, que la population, que même la population adulte en âge de conduire et que le nombre de détenteurs de permis de conduire. Pourquoi? Parce que les Québécois et Québécoises possèdent de plus en plus de véhicules à chaque année. De plus en plus de véhicules à eux tout seuls, finalement. Et non... Ben oui, mais plus de ménages seuls, des personnes seules, donc ont besoin d'un véhicule. C'est ça. D'habiter à deux dans un ménage. Puis la littérature, puis ça a été mon sujet de recherche. Quand tu achètes un véhicule, tu as tendance à l'utiliser. Ben oui. Il y a toujours du monde à Montréal qui vont dire, moi, mon char, je le déplace une fois par semaine, puis on se pogne des tickets de stationnement parce que on oublie de le déplacer. Mais ça demeure une minorité. La littérature est très claire. Quand tu as une voiture, tu as tendance à l'utiliser. Il y a plein de petits déplacements que tu aurais fait autrement qu'en automobile, que quand tu as un auto... C'est donc bien facile, je vais aller le faire en auto. Même si c'est juste 3 km. Ah, c'est quoi 3 km en auto? Je vais le faire en auto. Fait que le fait d'avoir un char, ça t'encourage à l'utiliser. Donc, la motorisation augmente, les gens utilisent davantage leur voiture, ça fait plus de kilomètres parcourus sur nos routes. Ça exacerbe l'ensemble des conséquences liées à ce système d'automobilité, système de transport centré sur l'automobile. Puis, évidemment, ça augmente les GES. Ça augmente les GES de production aussi. Donc, on est parti des véhicules électriques pour dire que c'était pas nécessairement la solution. Puis, c'est la façon dont le gouvernement met ça de l'avant comme solution, moi, qui est absolument problématique. Donc, c'est une fausse bonne idée. Mais c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Puis, en milieu rural ou en banlieue de deuxième couronne, on ne pourra jamais avoir du transport collectif qui se tient. On n'a pas la densité de population pour... Fait que ça va prendre des véhicules électriques. Tant qu'à faire, si ces déplacements-là, on ne peut pas les changer vers d'autres modes de transport, à ce moment-là, c'est là qu'on peut... c'est là qu'on doit les transférer vers des véhicules électriques, donc qui n'émettent pas de polluants depuis le tuyau d'échappement, au moins. OK. Je voulais te tirer un petit peu en dehors de ta zone de confort. Ben oui. Vas-y, parce que là, on reste pas mal dans ma zone de confort depuis le début. Là. Ben oui. Mais j'aimerais ça parler de la crise climatique en général. Oui. Puis, mais la question qui tue, est-ce qu'on fonce dans un mur? Incluant la mobilité, mais en incluant toute la systémique de la crise qu'on vit présentement, où on se rend avec ça? Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? Puis qu'est-ce que ça veut dire être capable de s'en sortir? Dans combien de temps? C'est quoi ta position là-dessus, là, par rapport à la perspective déjà que tu as dans la mobilité, mais avec une perspective plus large? OK. Je dirais pas que c'est un mur. La façon dont je le visualise, tu sais, on peut voir un mur ou une falaise, là. Okay. Est-ce qu'on va arriver en haut du précipice puis on va crasher? Je pense que ça va être une pente assez abrupte, mais pas tout à fait une falaise. C'est-à-dire que la société va pas s'éteindre. Là. OK, non. Mais je pense qu'on va débouler assez vite que la qualité de vie, puis moi, j'ai 32 ans, j'ai pas l'impression que d'ici la fin de mes jours, je vais conserver la même qualité de vie. Je pense les différentes crises
qui vont être engendrés par les changements climatiques, par la perte de biodiversité, vont entraîner inévitablement une perte de qualité de vie dans les sociétés occidentales. OK. On va prendre une débarque, en quelque sorte. On ne pourra plus avoir le luxe de la liberté qu'on a actuellement. C'est juste impossible parce que Actuellement, on utilise quoi? Les empreintes carbone, c'est 5 terres à peu près là, au Québec par personne? Je ne sais pas si tu as déjà fait ces affaires. 5, ça prendrait 5 planètes. 5 planètes Terre pour subvenir les besoins du Québécois. Là. Du Québécois moyen. Oui, c'est ça. Puis encore là, toi et moi, on n'est pas dans le Québécois moyen. Là. Il y a des populations beaucoup plus pauvres, plus défavorisées, qui émettent pas mal moins de GES donc, et qui consomment pas mal moins de ressources. Mais il y en a qui consomment beaucoup plus. Mais bref, pour le Québécois moyen, ça prendrait 5 terres. Donc, comment on y arrive actuellement? Bien, on extrait plus de ressources, incluant des énergies fossiles. On produit plus de GS que ce qu'on devrait parce que tu as des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes sur Terre qui dépensent beaucoup moins que leur juste part, finalement, que leur quota auquel ils auraient droit s'ils s'étaient répartis également dans l'humanité. Fait qu'on vit là-dessus, on vit sur du temps emprunté, finalement, parce que je pense qu'on va prendre une débarque. Comme je te dis, je pense pas que ça va être un précipice, mais je pense qu'il va y avoir des changements majeurs, que les conséquences de la crise climatique, on va avoir des bouleversements majeurs, des inondations encore pires que ce qu'on voit actuellement, qui vont se passer non seulement ici, mais ailleurs aussi, qui vont venir bouleverser les stocks agricoles. Je pense qu'on va avoir des canicules qu'on n'a jamais vues encore, qui vont se reproduire non plus une fois aux 10-15 ans, mais à chaque 2-3 ans. Puis on dirait qu'à chaque année, c'est à chaque été, c'est une nouvelle région du globe qui a sa canicule extrême, qui entraîne des morts, qui entraîne des sécheresses, qui entraîne des feux de forêt après ça. Fait que je pense que tranquillement, puis encore au Québec, on fait partie des endroits dans le monde où les conséquences des changements climatiques vont être les moins extrêmes. Puis on va se les vivre pareil. Et les plus tardifs. On a la chance d'habiter là, d'être né dans un endroit où les conséquences sont les moins pires. Les pays qui émettent le moins GES et qui ont émis le moins GES, historiquement, vont plus souffrir. Vont subir davantage les conséquences des changements climatiques. Tous les pays insulaires, tous les pays où c'est plus à risque de sécheresse et tout ça, qui n'ont pas les moyens actuellement de faire comme la Californie, là, qui est en sécheresse perpétuelle, mais qui ont les moyens d'aller chercher puis de faire des digues énormes pour amener de l'eau. Puis, mais tous les pays qui sont capables de faire ça, c'est les populations qui souffrent. Ça va créer des migrations énormes. Là. On n'a pas vu la fin des migrations climatiques et pas du tout. Ces clashs-là, ces migrations vont amener des conflits sociétaux majeurs. Qui peuvent mener, je pense, à des guerres civiles et tout ça, là, d'une ampleur qu'on n'a pas vue encore. Fait que moi, c'est ça Je sais pas si c'est un mur, mais ça va être une méchante débarque qu'on va se prendre. Ça va prendre... une fois que ça va commencer à débouler, ça risque de s'accélérer. Puis après ça, je pense que ça va prendre des décennies avant qu'on commence à réaliser tout ça puis à se remettre sur une voie d'être plus en phase avec notre seule et unique planète qu'on a. Fait que je sais pas si on se rejoint là-dessus. On se rejoint. Si tu m'avais dit le contraire, on aurait passé les 2 prochaines heures. Tu aurais passé du temps à te faire challenger. Mais évidemment, ça coupe le punch puisque tu l'as toi-même, le punch. Là. C'est exactement comme ça que je vois ça. Mais même s'il y a une pente abrupte qui s'en vient puis il y a beaucoup de personnes, on va tous y écoper sur la Terre, tôt ou tard, peu importe les moyens qu'on prend pour le retarder, dans le fond, on va tous le prendre en pleine face. Là. On va tout écoper, on va tout souffrir, autrement dit. Tôt ou tard. Quand ça a plus ou moins d'importance, mais ça ne sera pas dans 300 ans. Puis ça ne sera pas en 2100, tout va être fini. Ben, je veux dire, le sort va en être jeté, puis la pente abrupte va... J'ose espérer qu'on va être sur la pente... réascendante. Réascendante, là. Oui, c'est ça. En termes de... Puis quand je dis pente ascendante, je parle pas juste de consommation. De croissance économique. Non, je parle de pente ascendante de qualité de vie. De qualité de vie, de progrès humain. De progrès humain, là. Ah ouais. D'espérance de vie, tout ça. J'ose espérer qu'en 2100, on va avoir atteint ça après avoir atteint un... Mais moi, je pense que oui. Moi, je pense que l'être humain... tu sais, on a vécu le COVID. Ça nous a tous ébranlés, puis ça a été quand même durable dans le temps, là, 2-3 ans. Là. Fait qu'on se dit, aïe, ça rentre. Peut-être qu'on va comprendre quelque chose, mais business as usual, on est tous en train de retourner encore. Mais je pense que si on souffre... tout le monde est beaucoup plus fort, surtout les pays industrialisés, nord-américains, occidentaux. Ben là, on va comprendre pour de vrai, là, puis nécessairement...
Il va y avoir une... Puis il va y avoir de la résistance aussi. Puis c'est pour ça qu'il y a de la résistance actuellement. Puis en transport, c'est l'un des principaux domaines où il y a de la résistance. C'est la même chose, oui, c'est ça. On vient bouleverser le quotidien des gens. Mm-hmm. Quand je disais tantôt l'automobile électrique, c'est facile, c'est parce que tu bouleverses très peu les... Ouais. Tu les bouleverses à peine, puis déjà, c'est difficile pour beaucoup de gens de faire le choix d'électrique comme véhicule. Et encore, c'est rien comparé aux transformations qui seraient nécessaires. Quand tu as grandi puis tu as habité toute ta vie dans un environnement qui est dépendant de l'automobile, puis que tout ce que tu as connu pour te déplacer, c'est ton char, puis que toute ta vie, tu as fait tes déplacements uniquement en automobile, c'est tellement difficile de t'imaginer vivre différemment. C'est des changements tellement majeurs dans les styles de vie, dans les styles de mobilité, puis pourtant, c'est ça que ça va prendre. Faudrait que 70% de la population du Québec vive comme on vit actuellement sur le plateau Montréal en termes de mobilité, ou encore mieux, vivre comme on vit à Amsterdam, à Copenhague, à Tokyo, à Hong Kong, en termes de mobilité. C'est ça qu'on a besoin en termes de transformation. L'ordre de grandeur nécessaire, c'est ça. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait pas, justement, parce qu'on bénéficie au Québec d'un climat encore assez tempéré, puis on a une marge de manœuvre temporelle parce qu'on va s'ouvrir plus tard dans le temps, de se revirer de bord, puis peut-être éviter des conflits plus majeurs que d'autres pays pourraient le vivre. Mais on fait ça comment? Ça revient de bord. On a une démocratie. Comment? Moi, je pense que c'est théoriquement faisable. Pas d'éviter le mur, mais... Moi, en fait, mon objectif, là, c'est mon effet papillon, parce que c'est juste ça, un effet papillon. Moi, je suis seulement 1/8 milliardième de citoyen sur l'affaire. Mais il faudrait que mon 1/8 milliardième, mon 100% de mon 1, je sois au moins 80% de mon 1. Je peux pas être... Tu sais, je vais essayer d'être végétarien, puis je vais essayer de moins consommer de véhicules. Puis, tu sais, il faut que je fasse le maximum de ce que je suis capable de faire. Puis si j'avais 80% de mes capacités, je serais déjà content. 80% à l'école, pour moi, je serais content. Là, tu sais. Pour d'autres, peut-être pas, mais si la population arrivait à 80% de ce qui doit être fait, je pense que le changement pourrait se faire demain matin, comme on n'arrête pas de le dire, mais ça fait des années qu'on entend demain matin. Tu sais, demain matin passé. Mais, oui, on n'est plus. Okay, non, c'est ça. On est dedans. Mais tu sais, on parle de tipping point parce que tantôt, tu n'as pas utilisé l'expression, mais je pense que c'est un peu ça, en cascade, puis on atteint des points de non-retour. Oui, des points de non-retour, exact. L'overshoot. On bascule, c'est ça. Ça m'habite beaucoup comme notion en général, là, tu sais. Mais... je pense que théoriquement, je ne peux pas parler à l'extérieur du Québec, mais je pense que théoriquement, on est capable quand même de faire la part des choses parce qu'on a quand même un levier politique qui est un peu médiéval encore par rapport à la technologie qui est vraiment 2023, tu sais, puis par rapport à nos émotions qui sont ancestrales, tu sais, archétypales, là, avec lesquelles on ne peut pas vraiment beaucoup jouer. Fait qu'on a des émotions... ancestrale, on a des institutions politiques médiévales encore, je trouve, qui pourraient être de bien meilleure qualité. Tu sais, on a une Ferrari de démocratie, mais on conduit ça comme si on avait une trottinette entre les jambes. Là. Tu sais, c'est pas une ça, on n'avance pas vite. On n'avance pas vite avec cette démocratie-là. Je trouve que c'est... Puis, donc, mais on a la technologie de Dieu, par exemple. Ça, la technologie, on est capable d'envoyer des chars dans l'espace, tout ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qui donne le techno-optimisme, là. Ça laisse penser à beaucoup de gens que c'est ça qui va nous sauver, cette fameuse technologie-là. Ça. Mais ça ne marchera pas. Mais moi, je pense que là où est-ce qu'on peut agir, au Québec en particulier, c'est au niveau politique. Puis, j'attends le moment, et je me sers du micro, tu sais, mais j'attends le moment que les gens comme toi, les jeunes comme toi, prennent le lead. Parce que je vais te blesser, mais à un moment donné, les données, on en a beaucoup. Là. On manque pas de données. On manque pas de données. Là. Comme je te dis, même en transport, on sait ce qu'il faut faire. Bon, mais donc, il faut agir. Il faut agir, exact. Puis pour agir, c'est sûr que le citoyen d'être informé, doit être formé ou informé, mais il y a une limite à atteindre quand même, parce que s'il regarde nos politiciens médiévaux là, qui utilisent la politique, puis ça s'engueule à l'Assemblée nationale, puis ça parle pas comme, je vais en dire Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, tabarouette, quand il a décidé de ne pas faire salut à la reine, j'étais-tu content qu'il se tienne debout sans être arrogant? Tu comprends-tu? Ça, je trouve que c'était... Je ne sais pas ce qu'il y a de l'air à part ça, lui. Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine humilité. Mais il y a une certaine humilité, puis on a besoin de ça comme humilité, comme être humain, parce qu'on est en train de vivre un suicide collectif. Fait que
il y a une humilité à apporter à l'être humain. Il ne se rend pas compte de ça, mais c'est ça qui se passe. Si on s'en va dans un mur plus ou moins en pente descendante, grosso modo, le terme est peut-être fort parce que l'humanité va survivre puis il va y avoir des êtres humains encore. Oui, ça ressemble à... Tu sais, fait que donc, il faut utiliser la politique, là. On n'a pas le choix. Puis la politique, mais ça part des citoyens aussi, je pense. C'est ça. Ouais, les citoyens, c'est toi. Je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Les citoyens, des gens comme toi, là, qui ont plein de données maintenant, puis qui ont compris, avant d'avoir 60 ans comme moi, d'utiliser le levier politique pour dire, hey, tu connais-tu Extinction Rebellion? Oui. Tu connais ça, hein? Oui, eux, ils font des coups d'éclat, là. Oui, mais j'en ai fait, moi. J'ai fait ça l'été passé. C'est vrai? L'automne passé. Ouais. Oups, hein? T'allumes tout d'un coup, hein? Mais c'est ça, j'ai fait un acte de désobéissance civile. Il faudrait pas le dire, mais je vais le dire à personne, puisqu'il n'y a personne qui m'écoute, là. Mais oui, je me suis rendu dans le Vieux-Port, dans le coin des raffineries, puis j'ai aidé jusqu'à un certain seuil, de façon à ce que je puisse sortir en catimini du truc sans être arrêté, parce que le truc, c'était d'être arrêté par la police au bout de la ligne. Puis il y en a qui vont passer en cours. T'sais. Mais moi, puis Extinction Rebellion, c'était l'équivalent d'Extinction Rebellion au Québec. Il y a des pancartes de fête avec le truc. Mais il y a des scientifiques Extinction Rebellion maintenant. Mais oui. Mais ces scientifiques-là, qui ont toujours leur quant à soi, puis parce que il y a le doute scientifique qui fait que tu peux pas trop te commettre parce que tant que t'es pas à 98,999 ou 99, on peut pas vraiment dire. Mais là, Colin, il me semble que c'est assez sérieux. Mais là, on les a les évidences là, pour les changements climatiques, pour qu'est-ce qui cause ces changements climatiques-là, puis comment est-ce qu'on doit faire pour les réduire, on les a là. Ouais. En effet, je pense pas que ça en prend plus. OK. C'est pour ça que ce qui m'a intéressé, c'est pas juste de quantifier les GES du transport, c'est de dire comment on amène les gens à changer. Ouais. Comment on convainc ceux qui sont en mesure de faire des changements de les faire. Ouais. Comment on convainc nos politiciens de mettre en place ce qu'il faut pour que ceux qui sont pas en mesure de faire les changements actuellement pourront le faire dans le futur. Ouais. Au final, c'est donné. Je vais te ramener à l'auto parce que c'est ça mon sujet, mais l'auto, c'est de la liberté. C'est pas vrai. Non. Il y a un paradoxe énorme. C'est que en donnant... En bâtissant tout pour l'automobile, en orientant tout sur l'automobile, tu forces tout le monde à devoir dépendre de l'automobile. Donc, cette indépendance, finalement, c'est pas vrai, c'est un mythe. Ah oui. Tu es dépendant à ton automobile pour 80... Sans savoir. Exactement, pour tous tes déplacements. Mm-hmm. Ce n'est pas une réelle liberté, là. On t'a mis dans une situation de dépendance à un mode de transport qui est le plus polluant, le plus problématique à de nombreux aspects. Mm-hmm. Offrir davantage d'options aux gens, c'est offrir la liberté aux gens de se déplacer autrement qu'en automobile, de se déplacer comme ils le sentent, en accord avec leur santé, en accord avec la planète, en accord avec la qualité de vie dans leur quartier. Puis, moi, je préfère prendre l'approche que, il faut communiquer ces informations-là, il faut communiquer les externalités de notre système de transport centriste automobile, il faut communiquer les solutions, comment est-ce qu'on peut amener les solutions dans les quartiers, comment est-ce qu'on peut amener les gens à transformer. Moi, j'ose espérer que, tu sais, comment on amène les citoyens. Quand je dis ça part des citoyens, c'est parce que les citoyens peuvent écrire à leurs politiciens. Ouais. Tu votes une fois aux 4 ans. C'est pas suffisant. Tu peux pas juste dire, j'ai voté pour le bon parti, merci, j'ai fait ma bonne affaire. Okay. Mais même, mettons que tu habites dans une circonscription puis c'est pas le parti le plus ambitieux niveau environnemental qui a été élu. Tu peux écrire c'est des actions qu'on fait pas assez, mais en tant que citoyen, si tu écris à ton député, puis tu lui dis ça marche pas, il faut qu'on fasse plus là-dessus. OK, t'es tout seul, ça fera pas énormément de différence. Mais soudainement, t'es 5, 10, 15, t'as parlé à tous tes amis, t'as dit, on envoie ce message-là. Faut que le politicien, il vote là-dessus, ou faut qu'il amène ça à son conseil des ministres, ou faut qu'il vote contre ce projet-là. Ça a une influence. Quand un politicien reçoit puis ça en prend pas beaucoup, il y a différentes études qui ont été faites, 5 à 10 messages de citoyens qui vont parler de la même affaire, qui vont demander la même affaire. Soudainement, pour le politicien, ça devient un enjeu important. Ben, tu as le tipping point aussi à ce moment-là. Exact. Parce que s'il y a assez de masse critique de citoyens qui embarquent là-dedans, à un moment donné, ça peut provoquer aussi quelque chose. Exact. Le tipping point, il est bon là-dessus aussi. Là. Ben oui, ça peut provoquer quelque chose. Okay. Puis même pour le parti au pouvoir, si on pense pas que la CAQ, c'est le parti le plus environnementalement ambitieux, ben
il y en a qui vont se dire, nous, on va se mettre comme militants dans la CAQ, puis on va pousser la CAQ à aller plus loin, avoir plus d'ambition. Il y a comme toutes sortes de façons de faire. De l'ancien écologiste Stephen Guilbeault, qui s'est dit, moi, je vais essayer de transformer ça de l'intérieur. Oui, on peut critiquer. Parle-moi de Stephen Guilbeault. Je ne sais pas si je vais aller là. J'ai trop de collègues qui le connaissent bien, qui ont travaillé avec ITER. J'ai trop de... Mon opinion, c'est qu'il y a une façon d'approcher les choses. Je pense que ça demande une pluralité d'approche. Ça prend des Greenpeace, ça prend des Extinction Rebellion qui vont faire des approches de désobéissance civile, mais ça prend des gens convaincus aussi à la Stephen Guilbeault qui s'en vont à l'intérieur, qui vont prendre un poste de ministre influent, puis qui essayent de tirer au maximum les choses. Puis c'est sûr que de notre point de vue, on va dire il en fait pas assez. Il en fait pas assez, mais imaginez si c'était pas lui, imaginez si c'était quelqu'un d'autre qui y croyait moins. On va s'entendre sur le fait qu'il en fait pas assez. Puis oui, là-dessus, je suis d'accord. Non, mais OK, bon, le gouvernement Trudeau en général, au fédéral, n'en fait pas assez. Là n'est pas la question non plus. Mais moi, l'impression que j'ai de Stephen Guilbeault, c'est que, d'accord, il en fait pas assez, mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde en fait pas assez, puis oui, il pourrait en faire plus. Mais j'ai l'impression qu'il est même... J'ai une opinion, mais c'est parce que je veux pas être trop tranchant parce que je ne sais pas exactement dans le fond. J'ai l'impression qu'il peut avoir les mains liées derrière le dos, tu sais, puis il voudrait faire plus, mais il peut pas faire plus. Moi, c'est mon impression. Je pense qu'il y a des gros intérêts financiers derrière qui manipulent des lignes qu'on a de la misère à voir. Puis c'est facile en tant que citoyen de critiquer un écologiste comme Stephen Guilbeault qui a dit « Moi, je vais me faire élire dans le gouvernement libéral, puis je vais aller prendre le poste de ministre de l'Environnement qu'il n'a même pas eu à sa première élection. » Il avait été ministre de la Culture d'abord. Finalement, ils ont décidé de le mettre à l'environnement. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé, peu importe. Ouais. Je trouve que c'est facile, mais je pense que la complexité de sa position... est très difficile à comprendre pour nous. Fait que moi, c'est pour ça que je ne veux pas le critiquer trop. Oui, on peut le dire, il faudrait qu'il en fasse plus, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'on pense parce que Mais il n'a pas perdu la fibre environnementale. Moi, je pense pas qu'il a perdu la fibre environnementale. Je pense pas. Donc, disons qu'on croit à la bonne foi de Stephen Guilbeault, puis il fait vraiment de son maximum. Puis il est à l'intérieur de la joute politique, là, au meilleur de ce qu'il est capable de faire comme homme, comme individu, comme environnementaliste, ou avec les pouvoirs limités qu'il a, avec des pouvoirs quand même qu'il a. Là. Mais comment ça se fait que le citoyen, puis moi j'en suis, puis j'essaie de voir la nuance justement du fait qu'il y ait une limite dans son pouvoir, malgré tout, j'ai quand même une impression qu'il doit aller plus loin. Moi, je ne crois pas au fait qu'il ne peut pas aller plus loin que ça. Moi, je pense qu'il pourrait y aller plus. Moi, je pense qu'il pourrait aller plus loin. Il y a des barrières, ça peut être difficile. Puis au final, c'est pas lui qui est le dernier mot. Ces barrières-là, faire un coup d'éclat même. Oui. Parce que si c'est vrai, la crise existentielle de l'humanité, qui n'est pas rien, qui est le plus grand défi de l'humanité qu'on n'a jamais connu, on est d'accord avec ça. Oui. C'est le plus grand défi de l'humanité. Pire que la crise de 29, pire que la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. On va s'entendre là-dessus. Oui ou non? Est-ce que tu penses que ta descente là, que tu vois, là, que tu me disais tantôt, là, à ton niveau de l'humanité moderne. Mais je pense que c'est difficile on a de la misère à avoir une perspective. Si on parle, par exemple, de la peste noire, par exemple, en Europe, la peste bubonique qui a décimé des centaines de millions de personnes en Europe, je pense que c'est d'autres défis. Je suis d'accord. Mais dans la modernité, si on regarde les 150, 200 dernières années, je suis d'accord, c'est la crise la plus importante. Ce qui est quand même pas rien, parce que dans ce temps-là, les gens n'avaient pas la connaissance pour la peste. Aujourd'hui, on a tellement de connaissances, puis on continue à créer notre propre perte. Alors, Stephen Guilbeault, moi, je pense que oui, il pourrait faire plus que ça, parce que si on part du fait qu'on a la conscience de la trajectoire qu'on emprunte, puis des conséquences que ça va avoir, puis s'il y a quelqu'un qui est au courant au Canada, il devrait faire partie de cette gang-là. Là. Ouais. Comment se fait-il à ce moment-là qu'il ne peut pas... À quel point il ne peut pas faire plus pour justifier l'histoire incomparable qui se dresse devant nous? C'est ça que... Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, je ne l'ai pas la réponse. Moi, je pense qu'il y a des... Puis c'est pour ça que je ne vais pas parler à travers mon chapeau. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Je ne parle pas de théorie conspirationniste, mais je pense juste qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Fait que c'est pour ça que je veux... Puis on veut qu'il en fasse plus. Puis nous, on fait partie de la classe de citoyens qui voulons qu'il en fasse plus. Puis en fait, tu réalises qu'il y en a plus qu'on pense des citoyens qui voudraient qu'il en fasse plus. Oui. Puis je vais te ramener à ce que je connais plus, le transport puis la politique municipale. Oui.
Quand Projet Montréal a été élu en 2017, Valérie Plante a été élue sur le thème de la mairesse de la mobilité. Oui, OK. Ils ont fait des affaires, ils ont fait le réseau Express Vélo, ils ont annoncé beaucoup de choses. Il y a des annonces qu'ils ont faites qu'ils n'ont pas pu réaliser parce qu'ils ne détiennent pas les cordons de la bourse absolue, parce que ça dépend du provincial. Mais dans le milieu militant pro-mobilité durable, pro-vélo, les gens trouvent qu'ils n'ont pas été assez loin. Encore plus quand ils ont été réélus avec une plus forte majorité en 2021. Pour moi, c'est un message à la population. Vous avez fait quelque chose, vous avez enlevé de l'espace à l'automobile, vous avez amélioré la qualité de vie des citoyens, vous avez développé des infrastructures cyclables de très haute qualité, vous êtes en train de changer les choses. Pas si vite que ça en premier mandat, mais vous avez fait quand même des choses ambitieuses. Les gens en redemandent. Oui. C'est le moment d'en faire plus. Oui. Comment ça se fait qu'en 2021, on n'a pas annoncé, puis on a encore de la misère à annoncer des éléments plus ambitieux? Encore là, je ne le sais pas. Je pense que cette question de on réalise pas non plus c'est quoi être dans la peau d'un politicien ou d'une politicienne. Okay. Je te parlais de menace de mort. Moi, j'ai une bonne amie qui est élue dans Antique. Oui. J'ai de ses dires, d'autres élus que j'ai entendus, quand les politiciens annoncent des retraits d'espaces de stationnement, ils se prennent des menaces de mort. C'est pas une blague. Il y a des gens qui sont tellement à l'envers qu'ils vont leur écrire puis ils vont leur dire des trucs comme si jamais je te croise sur ton vélo, peut-être que je vais accélérer. Tu sais, c'est des menaces de mort à peine voilées. La mairesse s'en est pris aussi pendant que quand le rêve sur Saint-Denis s'est développé. Finalement, personne ne revient en arrière aujourd'hui. Mais en tant qu'individu, si c'est pas ton cheval de bataille premier. Ces transformations-là, puis chaque élu se prend son propre cheval de bataille, puis c'est pour ça que moi, j'ai tout leur respect, puis il suffit d'écouter des conseils municipaux pour te voir ce qu'ils peuvent se prendre de la part des citoyens, c'est incroyable. On comprend qu'ils ont de la misère à vouloir annoncer. Ils peuvent avoir une certaine ambition, mais ils savent, là, s'ils vont trop loin, le backlash va être trop gros, puis c'est leur propre sécurité, la sécurité de leur famille, de leurs enfants qui peut être en jeu. Fait que je pense que ça aussi, ça joue. OK. Ben, je vais faire du pouce de bord là-dessus, en partant de Valérie Plante, puis Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault devient premier ministre par un coup de baguette magique, veut mettre en place, puis son gouvernement qui est majoritaire sont d'accord avec lui. Il va quand même rester beaucoup de citoyens quand même, on parle au Canada pour commencer, qui vont envoyer des menaces de mort. OK? Et sans envoyer des menaces de mort qui vont être réfractaires à tous les changements avant que ça soit mis en loi, puis même quand la loi serait là, à la hauteur des accords de Paris pour les objectifs qu'on se donnait tantôt en 2030-2050. Est-ce que ça serait assez, les accords de Paris, pour arriver à... Ça donnerait quoi des avoirs demain matin? On respecte les accords de Paris demain matin par un Stephen Guilbeault que les pouvoirs au Canada. Est-ce que... Ça diminuerait la descente, mais est-ce qu'on s'en sauverait? Qu'est-ce que ça changerait dans notre mode de vie ou dans notre qualité de vie? Ben, c'est une grosse question parce que en termes de réduction des impacts des changements climatiques ou en termes de changement dans les modes de vie qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques? Parce que c'est deux choses différentes. Oui, mais les deux sont interreliés aussi en même temps. Les deux sont interreliés, mais le Canada tout seul ne peut pas. Là, si tout le reste des pays en même temps, c'est pas une raison pour pas agir, pas du tout. Mais le Canada tout seul ne peut pas se dire, nous, demain matin, on respecte l'accord de Paris, puis là, soudainement, les changements climatiques vont arrêter d'avoir leurs effets. Ben non, parce que toutes les émissions sont déjà dans l'atmosphère, puis elles dépendent de l'ensemble des autres pays qui, eux, vont continuer à émettre. C'est ça. Fait que les changements vont plus être au niveau des changements sociétaux qui vont être nécessaires, c'est-à-dire couper la viande de 90% pour tout le monde, de réduire considérablement notre utilisation de l'automobile à essence, de couper nos voyages aériens à 1 aux 5 ans, par exemple, d'arrêter de s'acheter des skidoo, des motos, des motos, de tous les véhicules motorisés que tu peux imaginer qui dépensent d'essence. Tu sais, moi, je fais du vélo la fin de semaine, je brûle des calories. Il y en a qui brûlent du gaz comme activité. Tout ça, c'est exit, là. C'est fini, là. Ben oui. Fait que même s'il veut le guide ton bateau, là, ton ponton, là, ou n'importe quel bateau, ou encore plus ton bateau dans lequel tu tires ton wakeboard, là, fini. C'est du ski nautique. Du ski nautique, là, tout ça, là. Ben oui. Tout ça, c'est tout. Mais de toute façon, ça va tout disparaître. Ben exactement. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Là. On va revenir à l'essentiel, On va revenir à l'essentiel, à la communauté, à l'essentiel, à se rapprocher, à moins vouloir ce luxe que permet l'argent
Donc, il n'est pas nécessaire. On va revenir. Mais si on venait au nécessaire, ça serait suffisant. Oui, mais convaincre les gens de... Puis ça, c'est le principe de la simplicité volontaire. Convaincre les gens qui ont goûté à ce luxe-là de dire « Ah ouais, non, mais attends, là, c'est parce que tu peux plus faire ça. Il faut que tu reviennes à ta simplicité volontaire de manger, t'habiller, de discuter, de... Oui. C'est une utopie. On a donné un luxe énorme à une trop grande partie de la population qui ont un trop grand pouvoir sur l'ensemble de la planète. Puis on leur dit, faut que vous réduisiez ça. On dit pas qu'on vous l'envoie au complet. On dit qu'il faut que vous réduisiez substantiellement pour rester sous les... c'est à peu près 2 tonnes par personne annuellement là, qui devraient être les gaz à effet de serre. Là. Il y a eu la statistique que on est à 10 au Québec. 10. Parce qu'on a une électricité qui est verte. Là, c'est ça. Il faudrait revenir à 2. Mais 2, c'est ça. Mais c'est 5 fois moins. C'est 5 fois moins. Là. Grosso modo, c'est 5 fois moins de consommation. C'est un véhicule qui tu conduis 15 000 km par année. Oublie ça, tu n'es pas dans le 2 du tout. Là. Un voyage aux 5 ans plutôt qu'un par année. Pour ceux qui ont le luxe de voyager une fois par année. Oui, puis encore là, tu devrais inclure les centaines de dollars en plantation d'arbres puis en compensation carbone que ça inclut. Ça devrait être inclus dans le prix du billet. On devrait... Le principe d'éco-fiscalité, ça aussi, les policiers ont de la misère à le faire parce que ça veut dire taxer plus le citoyen. Dès qu'il s'agit de taxer plus, le taxer, c'est un mot... C'est un mot banni là, pour beaucoup de gens. Là. Fait que, mais pourtant, c'est ça que ça prend. Puis ça le prend en mobilité. Puis là, je t'ai même pas parlé. On a parlé beaucoup d'offres et de contraindre l'automobile. Ce que ça nous prendrait aussi, c'est le principe d'une taxe kilométrique au Québec. C'est-à-dire que pour chaque kilomètre que tu parcours, selon le kilomètre il est parcouru où et à quelle heure sur le territoire, tu devrais payer un certain frais par kilomètre parcouru. On pourrait embarquer ça comme technologie dans les véhicules. Oui, exactement. Fait que là, c'est le principe. C'est en dans ton développement. En réalité. Ça pourrait être dans le cellulaire, exactement. Puis tu peux le faire. Même tu as des assureurs qui le font actuellement pour tu vas chercher des bénéfices. Ça te coûte moins cher l'assurance s'ils voient que tu as une bonne conduite. Ça, tu vois, ça ne me surprend pas. Exact. Mais l'idée, ça serait une tarification kilométrique où chaque kilomètre parcouru est tarifé en fonction du coût réel qu'il représente pour la société. C'est-à-dire qu'on internalise les coûts. Puis on devrait le faire pour l'ensemble des comportements, internaliser l'ensemble des coûts climatiques de tous les choix en tant que citoyen qu'on fait. Ton steak, il devrait coûter bien plus cher parce que la viande de bœuf, c'est celle qui émet le plus. Fait que tu devrais payer. Ce coût-là devrait être internalisé. Puis là, si ton steak est 3 fois plus cher que ton plat de tofu... le pétrole, la même chose. Le pétrole, la même chose. On ne le tarifie pas assez. On trouve que c'est cher. La taxe sur le carbone au Canada n'est pas assez haute. Le prix du carbone au Québec dans le marché du carbone il est loin d'être assez élevé. Là. J'ai plus les chiffres des économistes, là, mais ils estiment que ça devrait être au-dessus de 200 $ la tonne puis que ça devrait continuer à augmenter. Là. Ça devrait être le vrai prix du carbone. Ah oui. Puis fait que toute action qui va... Puis tout dépend du carbone. Si tes analyses de cycle de vie, ton téléphone que tu achètes, tout devrait être... Puis même après ça, il faut juste imaginer des stratégies pour que ce ne soit pas trop régressif, parce qu'évidemment, on ne va pas pénaliser ceux qui sont déjà les plus marginalisés, les plus pauvres, qui ont déjà des empreintes carbone vraiment moindres que le 20 le 10 le 1 le 0,1 qui ont des empreintes carbone phénoménales. Là. Ben oui, avec des impôts aussi qui vont avec. Exact. Puis avec ce type de tarification-là, d'éco-fiscalité, on finance ce qu'il faut pour que les gens fassent les bons choix, pour que le bon choix soit le plus facile. Puis c'est vrai en transport, puis c'est vrai dans plein d'autres domaines aussi. Il faut que le bon choix soit le choix le plus évident, le plus facile pour la majorité de citoyens. Il faut encourager ces citoyens à vouloir ça. Parce qu'on ne pourra jamais... Puis l'environnement, ce ne sera pas le motivateur de la majorité des gens. Actuellement, à peu près en transport, c'est 30 des gens qui considèrent l'environnement dans leurs décisions de mobilité. OK. 30 c'est généreux. Il y a toutes sortes de... Puis en général, quel serait le pourcentage des gens dont l'environnement est dans leur priorité, mais pas au niveau juste du transport, mais dans leur mode de vie en général? Je pense que ça doit être autour de ça. Il y a bien plus de monde qui vont se dire conscientisés par l'environnement, mais entre ta conscience puis ce que tu dis... Puis oui, l'environnement, c'est important pour moi, mais la dichotomie avec ce que tu vas faire... c'est ça. C'est la réalité. Puis je suis pas le mieux placé pour parler. Ma blonde fait son doctorat en Californie. J'ai beau pas avoir d'auto puis pas faire beaucoup de kilométrage en auto solo annuellement. Je fais des vols... depuis 2020, j'ai fait 8 vols aller-retour vers la Californie. Je te remercie de ton honnêteté. C'est une honnêteté. Ça en émet des GS. Puis j'achète des arbres puis je compense mes émissions carbone avec Carbone Boréal ici au Québec, là, qui est lié à un projet de recherche, une chaire de recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ouais.
comment je pourrais dire? C'est les crédits carbone que je juge les plus honnêtes. Ils sont plus chers que d'autres crédits carbone qu'on peut trouver au Québec, mais pour moi, je pense que c'est ceux les plus dans lesquels je fais le plus confiance. Fait que c'est ça, fait que je suis transparent avec toi. Oui, je fais bien des déplacements à vélo en ville, mais tout ça est un peu perdu parce que je fais des vols transcontinentaux qui émettent comme si j'avais une voiture, puis que je la conduisais 20 000 km par année. Fait que, mais j'essaie quand même, moi j'essaie toujours de voir la lumière au bout du tunnel, sinon je ne ferais pas ce podcast-là, tu sais. Fait que je vois quand même en toi un représentant de quelqu'un qui pourrait amener quelque chose de positif. Sinon, puis j'essaie d'amener quelque chose de positif. On essaie tous sais, d'avoir notre influence. Tu le fais à travers ton podcast, tu le fais à travers tes choix. Mais au-delà des choix quotidiens, c'est que les choix quotidiens, les choix dans nos habitudes de vie ont une limite. On se bute à une certaine limite. Puis les grandes entreprises, puis l'exploitation pétrolière, elle découle en partie un peu de la demande, mais il faut qu'on... Nos choix dans tout, là, dans la technologie qu'on décide de s'acheter, dans les vêtements qu'on décide de s'acheter. Oui, mais tu sais, il y a des choix qu'on contrôle en tant que citoyen, mais il ne faut pas penser que tout repose sur les citoyens. Les gouvernements doivent mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que les citoyens fassent les bons choix, que les bons choix soient faciles. Mais qui amènent des bénéfices. On n'en a pas parlé, puis on n'aura pas le temps d'en parler non plus, mais ne serait-ce qu'en ressources naturelles, on va être confondé même si on voulait sortir des énergies fossiles, parce qu'il faut quand même se garder en tête qu'on va sortir des énergies fossiles. Là. C'est ça qui est supposé être l'objectif. Okay? On est supposé. Mais tu sais qu'on ne pourra pas le faire vraiment. Là. Ça va être à peu près impossible à faire. Parce que pour sortir des énergies fossiles, il faudrait transformer les 2% présentement de véhicules à essence, tous véhicules confondus, par des véhicules, on parle bateau, avion, donc ça peut être transformé en hydrogène ou électrique, pile, lithium ou au salin ou à quelque chose. Mais de toute façon, même si on s'en va dans l'éolien, puis on pourrait garder un petit peu de nucléaire sans trop savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces déchets-là plus tard. Mais au moins, le nucléaire, en tout cas, le nucléaire, ça pourrait être un autre débat, mais les met pas de GS, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, c'est les fameux déchets. Oui, mais disons qu'on les laisse comme ça, puis on va être capable de les gérer, disons. Mais il va rester... Là, on s'en va dans l'éolien, grassement, et... dans le solaire aussi. Dans le solaire. Mais tout ça, pour remplacer les énergies fossiles qui sont encore dans le charbon pour la haute énergie, pour l'industrie minière, c'est ça qui... Bon, OK. Donc, le charbon est encore là pour durer. Il s'est accumulé sur l'essence qu'on a trouvée puis le gaz qu'on a trouvé, mais le charbon est resté pareil. Quand on n'est pas sorti du charbon, on a découvert le pétrole. Bon. Donc, ça, c'est encore là. Mais pour tout construire l'infrastructure, pour sortir des énergies fossiles, elle n'est pas construite, cette industrie-là. Ben OK? C'est vrai pour les voitures, puis c'est vrai pour toutes les autres. C'est ça. Fait que t'es 2% d'automobiles qui roulent déjà à batterie pour aller chercher toutes les ressources que ça va prendre pour remplacer 98% de ces véhicules-là qui n'existent pas encore, avec toutes les ressources que ça va prendre, qu'on n'a pas mis en place les infrastructures pour aller chercher ces ressources-là, pour construire ces véhicules-là, camions aussi, puis trains et tout ce qui existe en diesel. Et les technologies ne sont même pas là. Hein. Pour le transport lourd, technologiquement, pour le transport léger, là, les véhicules personnels, la technologie, elle est là. On a des véhicules énergétiques suffisamment performants. Mais on n'a pas les ressources pour arriver à là. Ça, je suis d'accord. Puis, dont le cobalt que tu nommais tantôt. Au Congo, qui sont prises au Congo par des adolescents. Par des enfants. Là, ça n'a aucun sens. Puis nous, on ferme les yeux là-dessus en tant qu'occidentaux. C'est ça. Mais donc, il va manquer de ressources. Fait qu'on arrive... Même si tout le monde disait oui, même si les Chinois et les Indiens disaient oui au changement, puis rendent ça hors des énergies fossiles d'ici 2050 et que ça soit respecté, on n'a pas les ressources... Pour faire cette transformation nécessaire. Exact, c'est ça. Non, je pense qu'il va manquer de ressources, en effet, puis c'est vrai pour les véhicules. Puis, tu sais, les véhicules, actuellement, ce que je t'ai pas parlé, on a parlé puis je vais revenir là-dessus brièvement pour conclure un peu, là, mais le gouvernement met de l'argent pour encourager l'achat de véhicules électriques. Il ne met pas d'argent pour encourager les gens qui choisissent de ne pas avoir de véhicule, premièrement. Mais il y a aussi un autre élément. Il y a ce qu'ils appellent la norme zéro émission, c'est-à-dire que le gouvernement force les constructeurs automobiles au Québec à vendre un pourcentage à chaque année plus élevé de véhicules électriques. C'est en place depuis quelques années déjà. Ils ont annoncé il y a 2 semaines un rehaussement de cette norme-là. Ils estiment qu'ils vont forcer les constructeurs à vendre 85% de leurs véhicules électriques en 2030,
OK. pour qu'en 2035, ce soit 100% des véhicules vendus au Québec qui soient électriques parce qu'il va y avoir une interdiction des véhicules à essence. OK. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est si tu es un constructeur comme Tesla puis tu vends juste des véhicules électriques, Oui. ben, tu peux vendre des quotas après ça OK. aux autres constructeurs qui n'arrivent pas à vendre autant de véhicules. OK. Fait que ça, c'est bien parce que c'est à coût nul pour le consommateur. Coût nul, peut-être pas parce qu'ils augmentent les prix, parce que, en tout cas, Mais il y a un bref. bon principe. C'est un bon principe. C'est Ça ça. devrait être comme ça. C'est comme ça. C'est inscrit dans la loi, ce C'est type ça. d'éléments-là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse pour transformer, pour que l'offre soit présente. Mm-hmm. Mais ce qui n'est pas modélisé dans ça, c'est, comme tu le dis, les ressources nécessaires. Ouais. Là, je dis 85% des véhicules neufs vendus au Québec en 2030 vont être des véhicules électriques. Ouais. On va-tu avoir les ressources nécessaires pour que ce soit le cas? Parce qu'on n'est pas les seuls, le Québec. Là. Ouais. Tout le reste de l'Occident et de d'autres pays en développement vont mettre ces cibles-là aussi. Là. Oui. Puis, fait que je ne sais pas si on va y arriver. Cette norme-là est belle, elle est sur place, sur papier, mais comme tu dis, là, on va se buter au mur de la ressource. Cette croissance infinie, Sur une planète finie. sur une planète finie, c'est mathématiquement impossible. On a beau aller augmenter l'efficacité de tout ce qu'on fait, ça demeure mathématiquement impossible. Bon, on va conclure là-dessus. Fait que je pense qu'on va conclure là-dessus. Si déjà les citoyens pouvaient comprendre ce que ça veut dire. Exact. Fait qu'il faut rationner Une nos... croissance à 2% par année Ouais. sur une planète finie. Bon. Alors, je te remercie, Jérôme. Merci, Sylvain, de l'opportunité. À bientôt. À bientôt. Puis on s'est rendu loin encore dans la conversation, mais c'était super agréable. C'est Merci bon. beaucoup.